Viens ici, embrasse ton nouveau mari. Ce sont les mots que mon beau-père m'a jetés au visage le jour de mes ans. Et ce n'était pas un bisou de père à fille. Non. C'était un baiser d'homme à femme, exactement comme dans les feuilletons qu'on voit à la télévision. Ma mère, assise à la table de la cuisine, buvait son café comme si elle n'avait rien entendu. Ce jour-là avait commencé comme n'importe quel autre, et avait fini avec lui, m'emmenant dans la chambre, verrouillant la porte, prononçant ces mots qui me donnent encore des frissons aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu es aussi ma femme. Avant de continuer, laissez-moi me présenter correctement. Je m'appelle Marceline Dufour. J'ai 69 ans. Née et élevée à Montmillon, dans la Vienne. Aujourd'hui, je vis seule dans un petit appartement modeste à Lyon. Mais pendant longtemps, j'ai cru que je ne connaîtrais jamais la paix. Si vous me voyez maintenant, une vieille femme aux cheveux blancs, marchant lentement à cause de l'arthrite, vous ne pourriez jamais imaginer l'enfer que j'ai vécu depuis l'enfance. Mais j'ai décidé qu'il était temps de tout raconter. Parce que garder ce genre de secret infecte la blessure de l'intérieur sans jamais la guérir. Avant que Gustave n'entre dans nos vies, j'étais une petite fille comme les autres. Je jouais dans la rue, j'allais à l'école, j'aidais ma mère avec les tâches ménagères. Mon père était mort quand j'avais 5 ans, dans un accident à l'usine où il travaillait. Nous n'étions que ma mère, Germaine, et moi, dans une petite baraque modeste mais bien tenue, dans le quartier le plus pauvre de la ville. On n'avait pas grand-chose, mais on ne manquait pas du nécessaire. Pendant que je raconte cette partie de mon histoire, j'aimerais savoir qui m'écoute. Dites-moi dans les commentaires votre prénom et de quel coin de France vous regardez cette vidéo. Ça me donne la force de continuer à partager ce que j'ai gardé pour moi pendant tant d'années. Ma mère travaillait dur. Elle faisait les lessives pour les autres et le ménage chez les familles riches. C'était une belle femme, malgré la vie difficile qu'elle menait. Ses yeux verts, rares dans notre région, brillaient toujours, et ses cheveux noirs, longs, étaient toujours attachés en un chignon serré. Moi, je ressemblais plus à mon père, brune, les cheveux un peu bouclés, les yeux marrons. Mais ma mère disait toujours que j'avais son sourire. Le plus beau sourire de Montmillon, disait-elle, avant que tout ne bascule. À cette époque, nous étions inséparables. Chaque soir, elle s'asseyait au bord de mon lit, passait ses doigts dans mes cheveux et me racontait des histoires jusqu'à ce que je sombre dans le sommeil. C'était notre rituel, ce moment précieux qu'elle réservait rien que pour moi, même après de longues journées épuisantes. La vie n'était pas tendre, mais elle avait sa dignité et son affection. J'allais à l'école publique et j'étais appliquée. Mes notes en mathématiques étaient bonnes. Ma mère répétait toujours que je devais travailler pour devenir quelqu'un, pour ne pas finir comme elle, à trimer pour les autres. Je rêvais de devenir institutrice. Dans mon cahier, je dessinais ma future salle de classe, avec des murs couverts d'affiches colorées. Je voyais tous mes élèves bien rangés, attentifs, écoutant mes explications sur les chiffres et les lettres. Un rêve d'enfant, simple mais lumineux, un avenir qui aurait pu se concrétiser si rien n'avait bouleversé nos vies. Gustave est arrivé dans notre existence quand j'avais 8 ans. Ma mère l'avait rencontré chez l'un de ses employeurs, dans une maison cossue. Il travaillait comme jardinier et gardien, un homme d'âge moyen, robuste, avec des mains calleuses par le travail de la terre. Au début, il paraissait bienveillant. Il rapportait des fruits et des légumes de ses chantiers et réparait ce qui était cassé dans notre modeste demeure. Je me souviens de sa première visite. Il m'a offert une boîte entière de chocolat, rien que pour moi. Jamais je n'avais reçu un cadeau pareil. Je le trouvais généreux, attentionné, presque un héros. Ma mère est rapidement tombée sous son charme. Elle y voyait une chance d'améliorer notre quotidien, un homme capable de soulager ses efforts quotidiens. Moi aussi, je l'appréciais. C'était rassurant d'avoir une présence masculine, quelqu'un pour porter les courses lourdes ou réparer le toit quand la pluie tombait fort. Il m'appelait « ma petite princesse », me chatouillait le ventre, me soulevait en l'air comme si je ne pesais rien. Des gestes qu'un père fait avec sa fille, du moins, c'est ce que je croyais alors. Après environ 6 mois, ma mère l'a invité à emménager avec nous. C'est à ce moment que tout a commencé à changer, si subtilement que je n'y ai presque rien vu. Notre maison était petite, seulement 2 chambres, celle de ma mère et la mienne. Avec Gustave vivant parmi nous, l'espace s'est encore rétréci. Il s'est vite mis à réclamer davantage d'espace, affirmant qu'un homme a besoin de respect dans sa maison. Pour lui faire plaisir, ma mère a construit un mur en contreplaqué dans ma chambre, la coupant en 2. Mon espace est devenu minuscule. Le lit y entrait à peine. Je ne me suis pas plainte.
Je pensais juste devoir aider ma mère à conserver cet homme qu'elle considérait comme une bénédiction. Au début, ma mère et moi étions inséparables, liés comme deux doigts d'une même main. Je lui confiais tout, des querelles sans importance à l'école jusqu'aux rêves les plus fous d'enfant. Elle m'écoutait attentivement, me donnait des conseils, me prenait dans ses bras quand j'étais triste. Elle était mon refuge, mon port dans ce monde. Quand les cauchemars me réveillaient la nuit, c'était vers son lit que je me précipitais. Elle m'accueillait sous les couvertures, m'enveloppait dans ses bras et murmurait à mon oreille « C'est fini, ma fille, maman est là ». Je croyais qu'avec elle près de moi, rien de mal ne pourrait m'arriver. Ce souvenir me fait plus mal aujourd'hui que n'importe quel autre, parce que c'est cette confiance qui sera brisée de la pire manière possible. Mais dès que Gustave a emménagé, ma mère a commencé à changer. Au début, ce n'était que de petites choses. Elle n'avait plus le temps de s'asseoir pour écouter mes histoires d'école. Quand je venais dans son lit après un cauchemar, elle se plaignait « Tu es trop grande pour ça maintenant, Marceline ». Elle est devenue nerveuse, obsédée par l'idée de plaire à Gustave en tout. Si quelque chose dans la nourriture ne lui convenait pas, elle refaisait le plat. Si la maison semblait en désordre, elle passait la nuit à nettoyer, malgré une journée entière de travail chez les autres. Son avis semblait désormais peser plus que tout, plus que sa fatigue, plus que ses besoins, plus que moi. C'est vers mes 8 ans que j'ai commencé à remarquer les regards étranges de Gustave. Ce n'étaient plus des regards paternels. Il me donnait des frissons dans le ventre, mais pas des frissons agréables, comme l'excitation d'un jeu. C'étaient des frissons de peur. Il a commencé à m'observer lorsque je prenais mon bain. Notre maison n'avait qu'une seule salle de bain et la porte ne fermait pas correctement. Avant Gustave, ce n'était jamais un problème. Ma mère respectait mon intimité et frappait avant d'entrer. Mais lui, il oubliait ma présence et ouvrait brusquement la porte. Quand je criais surprise, il riait et disait « Calme-toi, ma petite princesse, je suis juste venu chercher quelque chose. » Mais ses yeux ne cherchaient rien d'autre que mon corps. J'en ai parlé à ma mère une fois, quand il est entré dans la salle de bain alors que je prenais mon bain. Elle a froncé les sourcils et est restée silencieuse un moment. J'ai cru qu'elle allait le réprimander, me protéger. Mais après un long soupir, elle a dit « Ça doit être une habitude d'homme, ma fille. Ils sont distraits et ne pensent pas à ces choses-là. Ferme bien la porte. » Mais comment fermer une porte sans serrure? Je lui ai demandé de la faire réparer. Elle a promis, mais rien n'a jamais été fait. Alors, je prenais mes bains de plus en plus rapidement, me savonnant et me rinçant avec anxiété, toujours l'œil sur la porte. Petit à petit, la situation s'aggravait. Il a commencé à m'offrir des cadeaux, des rubans, une poupée en plastique, des bonbons, toujours quand ma mère n'était pas là. Après les avoir donnés, il effleurait mon visage, descendait parfois sur mon épaule et murmurait « C'est notre petit secret. Ta mère pourrait être jalouse si elle savait que je te gâte. » Sur le moment, je ne voyais pas le mal. Je trouvais même agréable de recevoir ces présents. Mais pourquoi devait-ce rester un secret? Pourquoi ma mère serait-elle jalouse d'un père offrant des cadeaux à sa fille? Sauf qu'il n'était pas mon père, bien sûr. Et au fond de moi, je sentais déjà que tout cela était anormal. Avec le temps, ces touchés sont devenus plus audacieux. Ce n'était plus seulement le visage ou l'épaule. Il posait ses mains sur ma taille, sur mon dos, descendant trop bas. Il me faisait des baisers longs sur la joue, presque au coin de la bouche. Quand je me reculais, mal à l'aise, il me saisissait le bras et disait « Qu'est-ce que c'est ma petite princesse? Tu rejettes l'affection de ton beau-père. Tu veux briser le cœur du vieux Gustave ?» Et moi, enfant, je me sentais coupable. Je pensais être ingrate et que je devais accepter son affection pour tout ce qu'il faisait pour nous. Le nouveau toit qui ne fuyait plus, le réfrigérateur d'occasion, l'argent supplémentaire pour la nourriture. Notre maison était dans un quartier pauvre où tout le monde vivait à l'étroit et connaissait la vie des voisins. Pourtant, personne ne semblait remarquer ce qui se passait derrière nos murs. Les femmes du quartier disaient combien j'avais de la chance d'avoir un beau-père comme Gustave qui prenait soin de nous. Si elles avaient su ce qui se passait une fois les portes fermées. Mais personne ne posait de questions, personne n'enquêtait. C'était comme un accord tacite, ce qui se passe à la maison reste à la maison. Les problèmes familiaux se règlent en famille. Et comme ma mère ne se plaignait jamais, tout le monde pensait que tout allait bien. La situation financière ne facilitait rien. Ma mère gagnait peu et dépendait de plus en plus de l'argent de Gustave. Il n'a pas tardé à s'en servir comme une arme. Qui met la nourriture sur cette table, demandait-il quand elle essayait de le contredire.
Qui paie les factures quand l'argent du ménage ne suffit pas? Ma mère baissait la tête, avalant toute protestation. La dépendance financière était devenue un collier qu'il resserrait à volonté. Et nous, comme des chiens soumis, avions appris à nous taire pour ne pas suffoquer. Ma mère s'évertuait à travailler davantage, partait plus tôt et rentrait plus tard. Je crois qu'au fond, elle cherchait à fuir cette maison qui n'était plus un foyer. Moi, je restais seule plus longtemps avec lui. Au début, je faisais en sorte d'éviter la maison quand je savais que nous serions seuls. J'allais à l'école, puis chez une amie, inventais des devoirs ou des travaux de groupe, n'importe quoi pour ne pas rester là. Mais il a commencé à imposer ses règles. Une fille convenable rentre après l'école, disait-il. Ta mère ne voudrait pas savoir que tu traînes dehors. Et ma mère, fatiguée à son retour, hochait simplement la tête, approuvant ses paroles. Gustave a raison, ma fille. La rue est pleine de dangers pour une petite fille. Le jour que je n'oublierai jamais, c'était mon 11e anniversaire. Un dimanche où ma mère ne travaillait pas, ce qui était rare. Elle avait préparé un gâteau simple à la semoule, mon préféré. Pas de fête, pas d'invités, pas de cadeaux emballés, mais elle était là, souriante, chantant joyeux anniversaire pour moi. Pendant un instant, tout semblait redevenu normal. Jusqu'à ce que Gustave entre dans la cuisine, me fixe d'un regard étrange et prononce les mots qui allaient changer ma vie. Tu deviens une jeune femme maintenant. Tu es en âge. Ma mère resta silencieuse, les yeux rivés sur son café refroidi. Gustave s'approcha, posa sa main lourde sur mon épaule et dit « Viens ici, embrasse ton nouveau mari. » Je restai figée. Je n'avais pas compris. Nouveau mari? Comment pouvait-il dire cela? Il était mon beau-père, pas mon mari. Je regardai ma mère, espérant qu'elle corrige cette folie ou le réprimande. Mais elle continuait de fixer son café comme si le monde extérieur n'existait pas. « Tu ne comprends pas, ma petite princesse ?» Il rit, un rire froid qui n'avait rien de joyeux. « Je vais t'expliquer. Ta mère devient fatiguée. Elle ne peut pas tout gérer seule. Une maison a besoin d'une femme disponible, et toi, tu es maintenant en âge d'apprendre. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma seconde femme. Tu prendras soin de moi comme ta mère le fait. Tu me rendras heureux comme elle le fait. » Puis il se tourna vers ma mère, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « N'est-ce pas, Germaine ?» À ce moment, je cherchais le regard de ma mère avec une supplique muette. « Fais quelque chose, maman. Défends-moi. Dis que c'est une folie. » Mais sur son visage, je ne lus ni surprise, ni colère, ni confusion. Seulement de l'acceptation. Comme si tout avait déjà été discuté et décidé entre eux, attendant juste ce moment pour me l'annoncer. Elle leva finalement les yeux, mais ne put me regarder directement. Elle fixa l'espace qui me séparait de Gustave et murmura d'une voix faible, « C'est le mieux pour tout le monde, ma fille. Un jour, tu comprendras. » À cet instant, j'ai perdu ma mère. La femme assise là, sur cette chaise, n'était plus celle qui me berçait lors de mes cauchemars, qui rêvait pour moi d'un avenir lumineux, qui me répétait que je deviendrais quelqu'un. C'était une étrangère, complice de l'homme qui venait de proclamer que j'allais devenir sa seconde épouse à 11 ans. Un froid glacial a envahi mon ventre et s'est répandu dans tout mon corps, comme si mon sang s'était transformé en glace. J'ai voulu crier, j'ai voulu pleurer, j'ai voulu fuir, mais j'étais figée, paralysée par la peur et le choc. Gustave a alors saisi ma main, m'a traînée dans sa chambre et celle de ma mère, puis a verrouillé la porte. « À partir d'aujourd'hui, tu es aussi ma femme, » a-t-il répété en commençant à déboucler sa ceinture. « Et je vais t'apprendre ce qu'une femme doit faire pour son mari. » Ce qui s'est passé dans cette chambre ce jour-là et durant les jours suivants continue, même des années plus tard, à me faire sursauter en hurlant au milieu de la nuit. Mais le pire n'était pas la douleur physique ni l'humiliation. C'était de savoir qu'à l'autre côté de cette porte, ma propre mère entendait tout et ne bougeait pas. Elle ne venait pas me protéger. Elle m'avait livré à lui comme un objet, inutile, interchangeable. Quand je suis finalement sortie de cette chambre, des heures plus tard, j'ai trouvé ma mère dans la cuisine, faisant la vaisselle comme si rien ne s'était passé. Mon corps souffrait, mon âme était brisée, mais elle ne leva pas les yeux vers moi. Elle se contenta de dire, toujours fixant l'évier, « Va prendre un bain, puis aide-moi à étendre le linge. » Comme si tout était normal, comme si ma vie venait de se briser sans importance. C'est là que j'ai compris la vérité la plus cruelle. Ce n'était pas seulement Gustave qui m'avait trahi. Ma propre mère avait conclu un pacte avec le diable, et j'étais la monnaie d'échange.
Les jours suivant mon anniversaire ont été comme tomber dans un puits noir et sans fond. Chaque matin, je me réveillais en espérant que ce n'était qu'un cauchemar, que la vie redeviendrait normale. Mais rapidement, la voix de Gustave me rappelait à la réalité. « Marceline, où est le petit déjeuner de ton mari ?» Et la réalité me frappait comme une gifle. Ce n'était pas un rêve. Du jour au lendemain, j'étais devenue l'épouse d'un homme de 40 ans avec la bénédiction de ma propre mère. Au début, j'ai essayé de résister. Je pleurais, je m'enfermais dans la salle de bain, je feignais la maladie, mais chaque tentative me valait des punitions plus sévères encore. Il me traînait par les cheveux, me privait de nourriture et menaçait de mettre ma mère à la rue si je n'exécutais pas mes devoirs d'épouse. Pour une femme âgée et sans éducation comme ma mère, c'était pratiquement une condamnation à mort. Une semaine après mon anniversaire, Gustave a organisé ce qu'il appelait une cérémonie de mariage. C'était exactement comme ça que ça sonnait, un faux mariage, juste pour me convaincre que tout cela était normal, acceptable. Il avait acheté une robe blanche bon marché au marché, comme celles utilisées pour la première communion, et m'a ordonné de la porter. Il a mis une vieille radio pour jouer la marche nuptiale et a fait jeter du riz par ma mère, comme si c'était une véritable fête. Je me souviens de ces mots, « Maintenant, je vais emmener ma mariée dans la chambre pour consommer notre mariage. » Ma mère a simplement baissé la tête et est retournée faire la vaisselle, comme si ce n'était pas grave qu'un homme de son âge emmène une fille de 11 ans dans une chambre. Cette nuit-là, la douleur était telle que je n'ai pas pu m'asseoir correctement pendant 2 jours. Quand je me suis plainte à ma mère, elle m'a juste donné un médicament et a dit « Tu t'y habitueras vite ». Ma vie s'était transformée en un cauchemar organisé. Gustave a établi une liste des règles de la maison et l'a affichée dans la cuisine. Il avait divisé les devoirs comme si c'était la chose la plus normale au monde. Ma mère était l'épouse numéro 1, et moi l'épouse numéro 2. Ma mère lavait le linge et nettoyait la maison. Moi, je cuisinais et m'occupais de tous les besoins de Gustave. Être disponible pour lui, quand et comme il le voulait, était mon obligation. Si je résistais, je recevais des coups. Si je pleurais, c'était pire encore. Une femme ne refuse rien à son mari, répétait-il, comme un verset de la Bible. C'est ainsi que j'ai perdu mon enfance, mon innocence, tout ce à quoi une fille a droit. Mes journées commençaient à 5 heures du matin. Je devais me lever avant tout le monde pour préparer le café de Gustave. Il aimait le pain grillé à la poêle, le faux plat avec le jaune encore coulant, le café fraîchement passé. Si quelque chose n'était pas comme il le voulait, l'assiette finissait contre le mur ou sur mon visage. Ensuite, je devais ranger la maison, faire la vaisselle, préparer le déjeuner. Ma mère partait tôt pour travailler dans les maisons des autres. Je restais seule avec lui la majeure partie de la journée, et c'est là que les choses empirèrent. Chaque pièce de la maison pouvait devenir le théâtre de ses abus. Puis, je devais préparer le dîner avant le retour de ma mère. La nuit, le pire moment arrivait, lorsqu'il décidait laquelle de nous deux dormirait avec lui. Parfois, il choisissait chacune de nous, l'une après l'autre, ou pire, les deux ensemble. Le corps d'un enfant n'est pas fait pour supporter ce que j'ai enduré. Je vivais couverte d'hématomes et de blessures à des endroits que je ne peux même pas nommer. Je saignais beaucoup. J'avais constamment des infections. Ma mère me préparait des remèdes de grand-mère, des tisanes de sauge, des bains de siège avec des feuilles de camomille. Elle ne m'a jamais emmenée chez un médecin, bien sûr. Comment aurait-elle pu expliquer ce qu'il se passait ? Les cauchemars sont devenus mon quotidien. Je mouillais le lit de peur, et cela ne faisait qu'offrir à Gustave un nouveau prétexte pour me punir. Une femme qui fait pipi au lit ne sert même pas à réchauffer le matelas, disait-il, m'obligeant à dormir sur le sol humide comme punition. J'ai perdu du poids. Mes cheveux tombaient par poignées. Mes cernes étaient si marquées qu'on aurait cru que quelqu'un m'avait frappé. À 12 ans, j'avais l'air d'une vieille femme, tellement la souffrance avait marqué mon corps. Ma relation avec ma mère a changé de façon irréversible. Ce n'était plus mère et fille. C'était devenu une sorte de compétition, comme si nous étions des rivales, deux femmes se battant pour attirer l'attention du même homme. Je n'avais jamais voulu cette lutte. Les jours où Gustave me préférait, ma mère devenait jalouse, non pas pour moi, mais parce qu'elle se sentait rejetée. Les jours où il la choisissait, je ressentais un tel soulagement que j'en venais à remercier Dieu, même si je savais qu'il m'avait abandonnée depuis longtemps. Nous nous parlions à peine, juste assez pour faire tourner la maison. Passe le sel. L'eau est finie. Il faut acheter des haricots. Plus jamais de câlins, de caresses, de conseils maternels.
La Germaine qui me berçait enfant semblait morte, remplacée par une femme vide, prête à partager l'homme avec sa propre fille. Pour les voisins, nous étions une famille normale. Gustave soignait les apparences. Dans la rue, il me traitait comme sa fille. Il me tapotait la tête et disait « Va jouer, petite », comme si à la maison, il ne m'interdisait pas tout amusement. Ma mère participait à la mascarade. Elle souriait et expliquait aux voisines que je grandissais bien, que j'aidais déjà aux tâches ménagères et que j'allais devenir une bonne femme au foyer. Si quelqu'un remarquait mes bleus, elle inventait rapidement que j'étais maladroite et que je tombais souvent. Les mêmes personnes qui auraient dû me protéger étaient celles qui cachaient ma souffrance. Je me souviens d'une voisine, Madame Richoux, qui m'a regardée avec inquiétude en voyant des marques sur mon cou. Elle m'a demandé doucement si tout allait bien. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais le regard de Gustave, de l'autre côté de la rue, m'a figé. J'ai juste murmuré « Ça va, je suis tombée dans les escaliers. » Il y a un jour que je n'oublierai jamais. J'avais environ 13 ans. Je lavais le linge au lavoir à l'arrière de la maison, un dimanche. Ma mère était au marché. Gustave est arrivé ivre, ayant passé la nuit dehors, comme il le faisait parfois. Il sentait l'alcool et un parfum bon marché de femme. J'ai compris que j'allais subir quelque chose, et j'ai essayé de fuir. Je n'ai pas réussi. Il avait amené un ami, un homme encore plus âgé, bedonnant, chauve, avec des dents pourries. J'ai apporté un cadeau à mon compère, a-t-il dit en me tirant par le bras. Il t'a toujours trouvée jolie, ma petite Marceline. J'ai immédiatement compris ce qui allait se passer. Ils m'ont enfermée dans le cabanon à l'arrière, celui où étaient rangés les outils. Ce qui s'est passé là-bas, même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé pouvoir le traverser. Quand ma mère est revenue, j'étais étendue sur le sol de la salle de bain, essayant de nettoyer le sang avec de l'eau froide. Elle m'a juste regardé, soupiré et dit « Nettoie-toi bien et viens m'aider à ranger les courses. » Comme si rien ne s'était passé, comme si je m'étais simplement salie en jouant. Les dates qui auraient dû être spéciales sont devenues des occasions de terreur supplémentaires. Mon 12e anniversaire, Gustave m'a offert une bague bon marché en métal qui me décolorait le doigt. Il a annoncé à ma mère que j'étais désormais officiellement sa femme aussi. À Noël, j'ai reçu une robe décolletée qu'il m'ordonnait de porter sans rien dessous. Le jour des enfants, ironiquement, il insistait pour me rappeler que je n'étais plus une enfant, mais une femme accomplie. Chaque fête, chaque date importante, il trouvait un nouveau moyen de m'humilier, de me rappeler que mon corps ne m'appartenait plus. Ma mère restait là, silencieuse, complice passive de tout. Parfois, je me dis que si elle s'était opposée ne serait-ce qu'une seule fois, j'aurais peut-être trouvé la force de me défendre, mais cela n'est jamais arrivé. Peu à peu, j'ai enterré mes rêves. La petite fille qui voulait devenir institutrice a disparu, laissant la place à une coquille vide, concentrée uniquement sur la survie d'un jour à l'autre. J'ai cessé de dessiner des salles de classe dans mes cahiers. J'ai arrêté d'imaginer comment ce serait d'enseigner, d'avoir des élèves, de transmettre des connaissances. Les livres que j'aimais en restaient empilés dans un coin, recouverts de poussière. Gustave n'aimait pas que je lise. Il disait que les femmes qui lisent trop deviennent prétentieuses, qu'elles se croient supérieures à leur mari. Un jour, il m'a surprise en train de lire en cachette un livre d'histoire que ma maîtresse m'avait offert. Il l'a déchiré page par page devant moi, puis m'a forcé à jeter les morceaux dans les toilettes et à tirer la chasse. La littérature est pour ceux qui n'ont rien à faire. Toi, tu as une maison à entretenir, un mari à satisfaire, disait-il. Chaque lecture volée détruite était comme une petite mort, un autre morceau de moi qui s'évanouissait. L'école est devenue de plus en plus difficile. Comment pouvais-je me concentrer en classe quand mon corps tout entier me faisait souffrir? Comment faire mes devoirs alors que je passais mes journées à cuisiner, nettoyer et servir Gustave? Mes notes, autrefois excellentes, se sont effondrées. Les institutrices se demandaient ce qui se passait, pourquoi l'élève modèle allait si mal. Je donnais des excuses. Je prétendais avoir des problèmes de vue ou ne pas dormir suffisamment. Une partie de cela était vrai, je dormais à peine à cause des cauchemars. J'ai commencé à manquer l'école fréquemment. Après les abus les plus violents, je ne pouvais parfois pas me lever le matin. Gustave aimait que je manque l'école. Plus de temps pour s'occuper de la maison, disait-il. C'était comme s'il me préparait à abandonner définitivement l'école, attendant le moment opportun. Une des dernières fois où je suis allée en classe, alors que j'avais presque 14 ans, j'ai rassemblé mon courage et cherché Madame Fournier après la fin des cours. Elle avait toujours été gentille avec moi.
Elle percevait que quelque chose n'allait pas. Je tremblais tellement ce jour-là que les mots refusaient de sortir de ma bouche. J'ai commencé à murmurer que j'avais des problèmes à la maison. Elle m'a regardé avec ses yeux pleins de bienveillance et a demandé « Quel genre de problème, Marceline ?» Dans un mélange de courage et de désespoir, j'ai relevé la manche de mon chemisier et lui ai montré les marques violettes sur mon bras, parfaitement imprimées par les doigts d'un adulte. « Mon beau-père » ai-je chuchoté, craignant que quelqu'un entende. « Il me fait du mal, pas seulement comme ça, pire. » Madame Fournier a pâli. Une seconde, j'ai cru voir l'espoir. Enfin, quelqu'un allait m'aider. Mais elle a pris une profonde inspiration, ajusté ses lunettes et dit d'une voix tremblante « Marceline, ce sont des accusations très graves. Es-tu sûre de ne pas confondre les choses ? Parfois, les parents doivent être fermes pour éduquer. » Elle ne m'a pas cru, ou pire, elle n'a pas voulu me croire. Il était plus simple de penser que j'exagérais que d'admettre qu'une horreur pareille se passait sous ses yeux. Peu après, Gustave a découvert que j'avais essayé de parler à l'institutrice. Je ne sais toujours pas comment. Peut-être que Madame Fournier a parlé à quelqu'un. Peut-être qu'un camarade a entendu notre conversation. Ce que je sais, c'est que ce soir-là, il m'attendait à la maison, ceinture à la main. Alors, la princesse répand des mensonges, a-t-il dit. Ce fut la pire raclée que j'ai jamais reçue. Je suis restée au lit 2 jours, fiévreuse et délirante de douleur. Ma mère a eu peur que je meure réellement. Elle a même envisagé de m'emmener chez le médecin. Mais Gustave a refusé. Et que dire ? Que la petite est tombée dans les escaliers ? Personne ne croirait cela. Il viendrait me chercher et elle irait en prison pour avoir laissé faire. La peur de la prison a été plus forte que l'inquiétude pour moi. Ma mère m'a soignée à la maison avec des médicaments sans ordonnance achetés à la pharmacie et des compresses froides sur les parties enflées. Personne dans le voisinage ne s'est demandé pourquoi j'avais disparu, pourquoi je n'allais plus à l'école, pourquoi je ne jouais plus dans la rue comme les autres filles de mon âge. C'était comme si j'étais devenue invisible, ou pire, comme si tout le monde savait mais personne ne voulait intervenir. Les rares fois où je sortais pour aller à l'épicerie ou étendre le linge, je sentais les regards de pitié des voisines. Elles savaient, peut-être pas tout, mais soupçonnaient beaucoup de choses. J'entendais leur chuchotement. « La fille de Germaine, tu as vu comme elle a l'air abattue ? On dit que le beau-père l'aime trop, si tu vois ce que je veux dire. » Mais personne ne faisait rien. Personne n'appelait la police. Personne ne confrontait Gustave. C'était le code du silence dans notre quartier pauvre. Les problèmes de famille se règlent en famille. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Même quand la femme est une enfant de 14 ans. Beaucoup de gens me demandent encore comment ma propre mère a pu permettre tout cela. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de réponse complète. Et vous, qu'en pensez-vous ? Une mère qui laisse sa fille être abusée, mérite-t-elle le pardon ? Ou existe-t-il une limite à ce que nous pouvons pardonner au nom de l'amour ? Laissez votre opinion sincère dans les commentaires, car moi, je cherche toujours à comprendre ce qui se passait dans sa tête. J'ai imaginé tellement de raisons, elle avait peut-être tellement peur de lui qu'elle ne pouvait pas réagir. Elle avait peut-être été elle-même abusée et pensait que c'était normal, ou elle préférait que ce soit moi qui souffre à sa place, désespérée d'avoir un homme à ses côtés et acceptant n'importe quelle condition. Peut-être un peu de tout cela. Ou peut-être quelque chose que je ne comprendrai jamais complètement. Tout ce que je sais, c'est qu'au fil des années, j'ai attendu qu'elle fasse quelque chose, n'importe quoi, pour me protéger. Mais ce jour n'est jamais venu. Alors, j'ai développé une façon de survivre sans devenir folle. Quand Gustave m'attaquait, je quittais mon corps. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, mais c'était comme si je flottais au-dessus de moi-même, observant tout depuis les nuages. Ce n'était plus moi, ce corps blessé dans le lit, c'était quelqu'un d'autre, un corps vide. Je pensais à de belles choses, à la mer que je n'avais jamais vue, aux grandes villes aux immeubles immenses, à la nourriture que je ne connaissais que de nom. J'ai appris à séparer mon esprit de mon corps. Son corps pouvait me faire mal, mais mon esprit était en sécurité, caché dans un endroit qu'il ne pouvait pas atteindre. Avec le temps, j'ai pu le faire si bien que je ne pleurais plus, je ne tremblais plus. Je restais immobile, les yeux fixés au plafond, comptant les taches de moisissure jusqu'à ce que tout soit fini. Gustave se plaignait parfois, « Tu as l'air morte, femme. Où est le plaisir de prendre quelqu'un qui ne réagit pas ?» Mais ma résistance ne se limitait pas à mon esprit. J'avais de petits actes de rébellion, invisibles pour lui, mais qui me rendaient un peu de dignité. Je crachais dans sa nourriture quand il ne regardait pas.
Je mettais une toute petite goutte d'eau de javel dans son café, juste assez pour donner un mauvais goût qu'il attribuait au café trop vieux. Je cachais une photo de lui et perçais les yeux et la bouche avec une aiguille. C'était puéril, peut-être, mais c'était mon minuscule pouvoir, quand je n'en avais aucun ailleurs. J'avais aussi un journal intime, caché dans un trou que j'avais fait dans le matelas. J'écrivais tout, chaque abus, chaque mot cruel, chaque complicité de ma mère. Un jour, quelqu'un lirait ceci. Un jour, il connaîtrait la vérité. C'était mon cri silencieux, ma bouteille jetée à la mer, espérant qu'elle soit trouvée. À 15 ans, j'ai tenté de m'enfuir. J'avais économisé de petites pièces, mois après mois, les cachant dans le même trou du matelas que mon journal. Ce n'était pas beaucoup, mais je pensais que c'était suffisant pour prendre un train pour Lyon. Et de là, je n'avais pas beaucoup planifié. Je savais seulement que je devais quitter cette maison. J'ai attendu un jour où Gustave était ivre, effondré, et où ma mère travaillait loin. J'ai pris un petit baluchon avec 2 tenues de rechange, l'argent, et je suis sortie par la porte arrière sans jamais regarder en arrière. Je suis arrivée à la gare routière, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'étais dans la file pour acheter un billet quand j'ai senti une lourde main sur mon épaule. « Tu pensais vraiment t'échapper, ma princesse ?» La voix de Gustave, avec son haleine d'eau-de-vie, à mon oreille. Quelqu'un m'avait vu quitter la maison et l'avait prévenu. Il m'a traîné en arrière devant tout le monde, et personne n'a rien fait. C'est juste une dispute de famille, commentaient les gens. Le père a raison de ne pas laisser une fille s'enfuir de la maison. La punition pour avoir tenté de fuir fut la pire jusqu'alors. Gustave ne m'a pas seulement battu, il a tenu à brûler mon journal, page par page, devant moi, comme il l'avait fait avec mon livre d'école des années auparavant. « Tu voulais que quelqu'un lise tes mensonges, hein ?» criait-il, enfonçant les pages brûlées dans ma bouche. « Avalez, avalez tes mensonges. » J'ai eu des brûlures au second degré sur les lèvres et la langue. Pendant des semaines, je ne pouvais presque ni manger ni boire. Et pour couronner le tout, le lendemain, il est allé à l'école et m'a retiré définitivement. Il a parlé au directeur, prétendant que je n'avais plus la tête aux études, que je devais aider à la maison parce que ma mère était malade. Il a même forgé un certificat médical pour elle afin de donner plus de crédibilité à l'histoire. Le directeur, un homme qui n'avait jamais le temps ni la patience pour les élèves en difficulté, a simplement haussé les épaules. Une fille pauvre de moi a inquiété. Mes rêves d'éducation, de devenir un jour institutrice, d'échapper à cette vie par les études, morts ce jour-là. À 16 ans, j'avais touché le fond. Plus d'école, plus d'amis, plus d'espoir. Mon corps, si habitué aux abus, ne réagissait même plus. C'était comme si j'étais passé en mode existence automatique, se réveiller, cuisiner, nettoyer, subir, dormir, se réveiller à nouveau. J'ai commencé à penser au suicide. Pas comme un plan concret, plutôt comme un fantasme d'évasion. Je regardais la rivière quand j'allais laver le linge et imaginais combien il serait facile d'y disparaître. Je prenais le couteau de cuisine et réfléchissais à la manière de me trancher les veines. Je gardais les comprimés contre la douleur que ma mère prenait, pensant à les avaler tous d'un coup. J'ai été si près du geste plusieurs fois, mais quelque chose m'arrêtait toujours. Peut-être un dernier brin d'espoir, peut-être la peur de ce qui viendrait après, peut-être juste l'instinct animal de survie qui refuse d'abandonner, même quand la raison dit que ce serait plus facile. C'est à cette époque, au fond du gouffre, que j'ai trouvé quelque chose d'inattendu, une force en moi que je ne savais pas posséder. Une petite voix, presque un murmure, disait « Cela ne durera pas pour toujours. Un jour, tu sortiras d'ici. » Je ne savais pas d'où venait cette soudaine certitude, mais elle était là. Peut-être que c'était de voir Gustave vieillir, boitillant parfois avec des problèmes de santé qu'il cachait, mais que je remarquais à travers ses médicaments, sa toux de fumeur, sa difficulté à respirer après avoir monté les escaliers. Peut-être que c'était de voir ma mère vieillir aussi, de plus en plus fatiguée, avec moins de patience, même pour lui. Ou peut-être que c'était simplement mon esprit qui refusait de se briser complètement. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à garder cet espoir comme on garde une petite braise dans un hiver rigoureux, avec soin, protégée du vent, soufflant doucement pour la maintenir allumée. Je me suis promis, je survivrai jusqu'à ce que je puisse m'échapper. Peu importe combien de temps cela prendra, un jour, je serai libre. Les années qui ont suivi mes 16 ans ont été un réveil douloureux. Tu sais, quand tu es dans un cauchemar horrible et que tu commences à réaliser que ce n'est pas un rêve? Eh bien, dans mon cas, j'ai commencé à comprendre que j'étais bien éveillée, vivant quelque chose de réel,
mais qui n'aurait jamais dû arriver à personne. Je me souviens d'un jour où j'étendais le linge sur la corde et que j'ai vu la fille de la voisine revenir de l'école avec ses amis. Elle riait, avait des cartables colorés, parlait de musique et de garçons. Elles avaient mon âge, 16 ans, mais il semblait que nous vivions dans des mondes complètement différents. Je les regardais avec une douleur dans la poitrine que je ne saurais même pas expliquer. C'était comme une gifle en plein visage. Pendant qu'elles s'inquiétaient des examens et des fêtes de l'école, moi, j'étais esclave dans ma propre maison, traitée comme la femme d'un homme qui aurait pu être mon grand-père. Un jour, j'ai entendu à la vieille radio de la cuisine un reportage sur les abus d'enfants. La femme qui parlait a utilisé un mot que je n'avais jamais entendu, pédophilie. Elle expliquait que c'était un crime, qu'un adulte qui abusait d'un enfant ou d'un adolescent pouvait être emprisonné, que cela détruisait la vie de la victime. Je suis restée paralysée, le balai immobile dans ma main. C'était exactement ce qui m'était arrivé. Cela avait un nom. Cela était reconnu comme un crime. Ce n'était ni normal, ni acceptable. Pour la première fois, j'ai compris que je n'avais rien fait de mal, que je n'avais rien fait pour mériter cela. C'était Gustave le monstre, et ma mère complice. Ce jour-là, j'ai pleuré, caché dans la salle de bain pendant des heures. Un mélange de colère, de soulagement de ne pas être coupable, et de désespoir de rester prisonnière de cette situation. Comme je ne pouvais pas m'échapper physiquement, j'ai commencé à fuir intérieurement. J'ai créé un monde juste pour moi dans ma tête où personne ne pouvait entrer. Ni Gustave, ni ma mère, personne. C'était un bel endroit, une maison propre et lumineuse, un jardin plein de fleurs. J'étais institutrice dans une grande école, respectée par mes élèves. J'avais des amis, des gens qui m'aimaient pour ce que j'étais, pas pour ce qu'ils pouvaient me prendre. Parfois, j'imaginais un mari gentil, qui ne levait jamais la voix, qui me traitait comme son égal, et des enfants que j'élevais avec amour, sans jamais les frapper ni les blesser. C'était si réel que parfois je me surprenais à sourire toute seule, perdue dans ces fantasmes. Gustave m'a surprise ainsi une fois et m'a giflé. « Qu'est-ce qui te fait rire, imbécile ? Tu deviens folle. » J'ai alors développé une technique pour supporter les abus, fermer les yeux et me transporter dans mon jardin mental. C'était un endroit que j'avais imaginé avec un soin presque obsessionnel. L'odeur des roses flottait dans l'air, le vent froissait doucement les feuilles, le soleil caressait ma peau. Pendant que mon corps était prisonnier de cet enfer, mon esprit vagabondait librement dans ce jardin secret. Je comptais les pétales des fleurs, suivais le vol des papillons, sentais l'herbe sous mes pieds nus. Je me plongeais tellement dans cet univers que la douleur de mon corps semblait disparaître. C'était comme si j'étais partagée en deux. Une partie subissait les violences, l'autre, la véritable Marceline, restait à l'abri, intacte, dans son havre de paix. Avec le temps, j'ai appris à rejoindre ce jardin mental en quelques secondes dès que Gustave entrait dans la chambre, ce bruit de ceinture dénouée annonçant l'horreur. Même consciente que l'affronter était impossible, que cela aurait été mortel, j'ai commencé à inventer de petites formes de résistance. Des gestes minuscules, presque invisibles, qui me rendaient un peu de contrôle dans un monde où je n'en avais aucun. Quand il exigeait un plat que je ne voulais pas préparer, je prétendais que les ingrédients manquaient à l'épicerie, que je n'avais pas vu le temps. Quand il demandait du linge repassé, je laissais ses vêtements de côté, prétendant qu'il y avait eu une panne d'électricité. De petites désobéissances, toujours justifiées par une excuse. J'ai aussi commencé à éviter les moments d'intimité. Je prétextais des douleurs menstruelles, parfois inventais une infection urinaire, ou prétendais qu'une voisine suspecte pourrait m'entendre. Cela ne fonctionnait pas toujours. La plupart du temps il forçait. Mais quand cela fonctionnait, c'était une victoire silencieuse. J'ai appris à observer son humeur, à anticiper ses colères. Quand il rentrait plus fort que d'habitude à cause de l'alcool, ou qu'il perdait de l'argent au jeu, ou que son équipe de football s'inclinait, je savais déjà que la nuit serait terrible. Ces jours-là, je tentais de disparaître, de me fondre dans le décor, près du lavoir ou occupé à une tâche qu'il avait demandée. J'ai découvert qu'en plaçant une bouteille d'eau-de-vie à l'endroit exact, il s'écroulait ivre, incapable de me faire du mal. Bien sûr, le lendemain sa gueule de bois le rendait encore plus dangereux. Mais au moins, cela m'offrait quelques heures de répit. C'était un jeu d'échecs avec le diable, chaque geste comptait, et perdre signifiait un prix trop élevé. À 18 ans, j'ai recommencé à planifier ma fuite, cette fois avec plus de méthode. Ma tentative à 15 ans avait échoué par impulsivité, par manque de préparation. Cette fois, ce serait différent. J'ai repris mes économies, mais dans une cachette plus astucieuse.
Je faisais de petits travaux de couture pour les voisines quand Gustave n'était pas là, et ma mère feignait de ne pas remarquer. Je réparais des vêtements, reprenais des ourlets, changeais des fermetures éclairs, des gestes appris de ma grand-mère avant sa mort. L'argent était caché dans un savon évidé que je glissais ensuite dans une boîte d'hygiène féminine, le seul endroit que Gustave ne soupçonnait jamais. J'ai commencé à mémoriser mentalement les itinéraires de bus, les horaires, l'achat du billet pour Lyon. Cette fois, je ne laisserai rien au hasard. Mais à 17 ans, un nouveau coup du sort m'a frappé. J'ai découvert que j'étais enceinte. Au début, je n'ai pas compris les signes, nausées matinales, seins douloureux, retard des règles. J'ai cru à une maladie, peut-être quelque chose de grave. Une partie de moi a ressenti un étrange soulagement. Si j'allais mourir, la souffrance aurait une fin. Puis la réalité m'a assommé. Un enfant, issu de cette horreur, de l'homme que je haïssais. Comment aurais-je pu mettre un enfant innocent dans cet enfer? Comment laisser Gustave devenir père, faire je ne sais quoi à un bébé? Non, je ne pouvais pas permettre cela. C'était au-dessus de mes forces. Je n'en ai parlé à personne, bien sûr, sauf à ma mère, lorsque nous étions seuls. Pour la première fois depuis des années, j'ai cru voir sur son visage un éclat d'inquiétude sincère. Ce n'était pas de l'amour maternel, plutôt de la peur. Peur de ce que Gustave ferait s'il apprenait. Peur d'avoir une bouche de plus à nourrir, peur du scandale. « On va s'en occuper », a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. Le lendemain, elle est revenue du marché avec des herbes que je n'avais jamais vues. De la rue, de la brionne, de l'aubépine. Elle a préparé un thé sombre et m'a forcé à en boire tasse après tasse. Puis elle m'a plongé dans une bassine d'eau chaude, presque brûlante, avec encore plus d'herbes mélangées. La douleur était indescriptible. J'ai saigné pendant plusieurs jours. Fièvre intense, délire. J'ai cru que j'allais mourir et une partie de moi voulait réellement en finir. Je ne suis pas morte, bien sûr, mais quelque chose en moi est mort cette semaine-là. Ce n'était pas seulement le bébé que j'avais perdu. C'était le dernier lien avec ma mère. Pendant ces jours de fièvre et de saignement, elle prenait soin de moi à sa manière. Elle changeait les draps, me donnait de l'eau, posait un linge froid sur mon front quand la fièvre montait trop. Ce n'était pas de la tendresse, c'était mécanique, par obligation. Mais pendant un instant, j'ai retrouvé l'image d'une mère qui avait un jour pris soin de moi. Quand j'ai récupéré, et que tout est redevenu « normal », si je pouvais appeler ça une vie normale, je l'ai regardée un jour et je ne l'ai plus reconnue. Cette femme n'était plus ma mère. C'était juste une étrangère partageant le même toit, le même homme, la même misère. Le dernier fil qui nous reliait venait de se rompre. À cette période de ma vie, j'ai compris que de petits actes de courage pouvaient maintenir l'espoir vivant. À ce propos, je vous lance un défi. Si mon histoire vous touche, que ce soit par la colère, la tristesse ou l'espoir, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Je sais qu'il est difficile de reconnaître la valeur dans une histoire d'abus, mais votre « J'aime » n'est pas pour la souffrance. C'est un signe que vous reconnaissez mon combat. Je doute que beaucoup aient le courage d'admettre publiquement qu'ils sont touchés par cette histoire. C'est exactement ce qui m'a fait le plus mal pendant toutes ces années. Le silence des gens, le manque de courage de ceux qui voyaient et ne faisaient rien. Chaque geste, même minuscule, avait du poids quand on se battait juste pour survivre. Vers mes 16 ans, j'ai commencé à chercher un peu de contact en dehors de cette prison qu'était ma maison. Ce n'était pas simple. Gustave surveillait chacun de mes mouvements, voulait savoir où j'étais chaque minute de la journée. Pourtant, j'ai trouvé un petit espace de liberté grâce à Madame Richoux, une femme âgée qui habitait 2 maisons plus loin. Elle avait une arthrite sévère et peinait à accomplir les tâches les plus simples. Veuve et seule, elle n'avait personne pour l'aider. Étonnamment, Gustave m'a autorisé à aller nettoyer sa maison 3 fois par semaine. Je suppose qu'il voyait là une occasion de grappiller un peu d'argent supplémentaire, puisqu'il gardait presque tout ce que Madame Richoux me donnait. Pour moi, c'était comme une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Madame Richoux est devenue la première personne depuis des années avec qui je pouvais partager quelque chose ressemblant à une amitié. C'était une femme simple, peu instruite, mais au grand cœur. Elle me servait du café et des biscuits pendant que je nettoyais et me demandait des nouvelles de ma vie. Au début, je mentais. Je disais que tout allait bien. Mais peu à peu, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à laisser échapper des bribes de vérité. Je commentais une marque violette sur mon bras ou combien j'étais épuisée parce que Gustave ne me laissait pas dormir. Madame Richoux écoutait attentivement avec ses petits yeux ridés qui ne laissaient rien passer.
Un jour, elle a pris ma main et a murmuré « Je sais ce qui se passe chez toi, petite. » Tout le monde le sait. J'étais sous le choc. Si tout le monde savait, pourquoi personne n'agissait? C'est difficile de s'en mêler, les affaires de famille sont compliquées, expliqua-t-elle comme si elle lisait dans mes pensées. Mais si un jour tu as besoin de fuir, tu pourras venir ici. Cette proposition a été la première véritable bouée de sauvetage qu'on m'a tendue. Ce n'était pas une solution. Elle était trop âgée pour me protéger si Gustave venait me chercher. Sa maison était trop proche. Mais c'était une chance, une porte entr'ouverte. J'ai commencé à rêver de cette fuite. Sortir en courant au milieu de la nuit, frapper à la porte de Madame Richoux, qu'elle me cache jusqu'à ce que je puisse prendre un bus et partir loin. Ce plan est devenu mon nouveau jardin mental, l'endroit où je m'évadais dans les pires moments. Mais à cause de cette amitié avec Madame Richoux, Gustave est devenu encore plus possessif et jaloux. Il fouillait mon sac quand je revenais, reniflait mes vêtements pour détecter l'odeur d'un homme, m'accusait de me donner à tous les hommes du quartier. L'ironie, c'est que je parlais à peine à quelqu'un en dehors de Madame Richoux. Une relation, un petit ami, c'était un monde inconnu pour moi. Les rares fois où un jeune homme tentait d'engager la conversation dans la rue, je détournais le regard, accélérais le pas, feignais de ne pas entendre. La peur de ce que Gustave ferait s'il découvrait était paralysante. Une fois, un livreur de l'épicerie m'a simplement souri et complimenté mes cheveux. C'était un geste innocent, mais quelqu'un du voisinage l'a vu et l'a rapporté à Gustave. Cette nuit-là, il m'a saisi par les cheveux et m'a traîné devant ma mère. Il me traitait de traînée, répétant que je me donnais aux hommes de la rue. Avec un couteau de cuisine, il a coupé mes cheveux n'importe comment. Des mèches irrégulières, des trous dans le cuir chevelu là où la lame était allée trop profondément. Maintenant, voyons si un homme va encore te regarder, a-t-il dit, fier de sa création. Il a fallu des mois pour que mes cheveux repoussent. Et même après, ils n'ont jamais retrouvé leur forme d'avant. À 19 ans, je suis tombée enceinte pour la 2e fois. Cette fois, j'ai décidé de ne rien dire à personne, pas même à ma mère. J'ai essayé de cacher ma grossesse le plus longtemps possible. Peut-être même que j'arriverai à m'échapper avant qu'elle ne devienne trop visible. J'ai acheté des vêtements amples. Avec le peu d'argent que j'avais pu cacher à Gustave, j'ai porté une bande serrée autour de mon ventre. Pendant un moment, ça a fonctionné. Mon ventre restait discret, et comme j'étais toujours maigre à cause de ma mauvaise alimentation, personne n'a remarqué mes premiers mois. J'ai vécu ainsi jusqu'au 5e mois, gardant ce secret pour moi seule. Une partie de moi a commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de l'amour. C'était trop compliqué pour ça. Mais c'était une connexion. Savoir qu'il y avait une vie en moi, dépendante de moi, qui pourrait peut-être devenir ma compagnie quand je réussirais enfin à m'échapper. Mais le corps ne pardonne pas indéfiniment. Un jour, alors que je lavais le linge au lavoir, une vague de vertige m'a submergée. Je me suis effondrée sur le sol de la cour. J'ai perdu connaissance quelques minutes. À mon réveil, Gustave se tenait là, à côté de moi. Son regard était une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de l'inquiétude, mais une colère mêlée à quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Comme s'il venait enfin de découvrir un secret qu'il cherchait depuis longtemps. Il m'a saisi par le bras avec force et m'a traîné dans la chambre. Il a déchiré mon chemisier et a vu la bande serrée autour de mon ventre. Quand il a arraché la bande, mon petit ventre de grossesse est devenu évident. Alors, la traînée est encore enceinte, grogna-t-il. De qui est-ce? Quel est le salaud? J'ai crié que c'était le sien, que cela ne pouvait être que le sien, qu'il n'y avait personne d'autre. Mais il n'a pas cru ou a fait semblant de ne pas croire. Ce qui a suivi a été le passage à tabac le plus violent que j'ai jamais subi. Je ne pourrai même pas en raconter les détails. Certaines choses sont trop difficiles à se rappeler et encore plus à décrire. Je sais seulement qu'à la fin, j'étais recroquevillée dans un coin de la chambre, dans une flaque de mon propre sang. J'ai perdu le bébé seul, sans aide, sans médicaments, sans rien pour soulager la douleur. Ma mère est apparue des heures plus tard, alors que Gustave était déjà parti boire. Elle m'a aidé à tout nettoyer et m'a donné un antidouleur qui n'a presque rien soulagé. Elle n'a rien dit, rien demandé. Elle s'est contentée d'essuyer le sang sur le sol comme s'il ne s'agissait que de saleté. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai perdu le dernier espoir qu'un jour elle me défendrait. Après cette 2e fausse couche, mon corps n'a plus jamais retrouvé son équilibre. J'ai commencé à souffrir de graves troubles gynécologiques. Infections répétitives, douleurs pelviennes constantes, saignements irréguliers.
Il y avait des jours où me lever du lit était un effort insurmontable à cause de la douleur. Mon système immunitaire s'était effondré. J'étais constamment enrhumée, avec une fièvre basse persistante. Mes dents ont commencé à tomber, conséquence d'années de carence et de stress permanent. À 21 ans, j'avais l'apparence d'une femme de 40 ans. Trop maigre, peau terne, cernes profonds, cheveux clairsemés. Chaque fois que je passais devant le morceau de miroir brisé dans ma chambre, je ne reconnaissais presque pas celle qui me regardait. Où était cette petite fille qui rêvait de devenir institutrice, pleine d'énergie, souriante, confiante en l'avenir? À sa place se tenait cette coquille vide, ce corps malade, habité par une âme épuisée. Ma santé mentale a sombré avec ma santé physique. J'ai commencé à avoir des trous de mémoire. J'oubliais des choses simples, comme où j'avais posé une casserole ou si j'avais déjà ajouté du sel à la nourriture. Chaque nuit, des cauchemars si réalistes me faisaient me réveiller en criant, en sueur froide. Parfois, j'entendais des voix et croyais percevoir quelqu'un dans les coins sombres de la maison. J'ai développé des manies étranges, compter mes pas d'une pièce à l'autre, vérifier 10, 20 fois si la porte était bien verrouillée. La dissociation, cette capacité à quitter mon corps pendant les abus, a commencé à se produire à d'autres moments. Il m'arrivait de me réveiller soudainement en train de faire quelque chose, laver la vaisselle, balayer le sol, sans souvenir de comment j'avais commencé. C'était comme si mon esprit avait créé plusieurs compartiments séparés qui ne communiquaient pas entre eux. Ma relation avec ma mère était presque inexistante. Nous partagions la même maison, le même homme. C'était horrible à admettre, mais c'était comme vivre avec une étrangère. Nous parlions juste le minimum nécessaire. Le gaz est presque terminé. Il manque du pain. Gustave rentrera tard aujourd'hui. Plus aucune vraie conversation, aucune étreinte, aucun geste d'affection. Je la voyais vieillir, se faner, comme si la vie elle-même avait aspiré toute son énergie. Dans les rares moments de solitude, je surprenais son regard sur moi. Ce n'était pas du regret. C'était plutôt une reconnaissance silencieuse, comme si elle voyait dans la jeune femme détruite devant elle le reflet de ce qu'elle était devenue. Une ombre, une coquille, une personne qui avait abandonné la vie pour se contenter d'exister. Gustave vieillissait aussi, mais différemment. La boisson, toujours un problème, était devenue une maladie. Il buvait dès le matin et cachait des bouteilles dans toute la maison. Son tempérament violent s'était accentué avec l'alcool. S'il y avait eu auparavant quelques accalmies entre les épisodes, désormais, la tension était quasi permanente. Le moindre détail pouvait déclencher sa fureur. Un verre mal posé, une chemise mal repassée, un bruit trop fort venant du voisinage. Tout servait de prétexte pour laisser éclater sa colère, et celle-ci semblait croître à mesure que son corps perdait de sa force. C'était comme s'il cherchait à compenser son impuissance grandissante. Oui, cette forme d'impuissance. Par davantage de violence, plus de contrôle, plus de cruauté psychologique. À 22 ans, pas que nous célébrions quoi que ce soit, c'était juste un jour de plus, j'ai eu une pensée qui m'a glacée par sa lucidité. La seule issue possible semblait être la mort, la mienne ou la sienne. Et bien que le suicide ait déjà traversé mon esprit, quelque chose en moi refusait de céder. J'avais survécu à tant d'épreuves, pendant si longtemps. Pourquoi lui offrir la satisfaction d'une victoire totale? Non, si quelqu'un devait mourir, ce ne serait pas moi. J'ai commencé à observer Gustave avec un regard différent. J'ai remarqué sa toux persistante, sa respiration laborieuse après le moindre effort, la teinte jaunâtre de sa peau qui trahissait un foie en détresse. Il était malade, gravement malade, mais trop orgueilleux pour consulter un médecin. Peut-être que la nature résoudrait le problème à ma place. Peut-être que mon seul rôle serait d'attendre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai patienté, continué à vivre cette demi-vie, à subir les abus qui, heureusement, avaient diminué avec sa santé déclinante. J'ai poursuivi mes économies, chaque centime caché nourrissait mon plan d'évasion. J'ai continué mes visites chez Madame Richoux, mon seul lien avec le monde extérieur. Je comptais les jours, observant Gustave se détériorer lentement. L'alcool avait ruiné son foie. Même quelqu'un qui n'était pas médecin pouvait le voir. Il vomissait parfois du sang, son abdomen et ses jambes étaient enflés, et il souffrait constamment, noyant sa douleur dans une spirale d'alcool qui ne faisait qu'accélérer sa chute. Ma mère, fidèle à elle-même, feignait de ne rien voir. Moi, j'attendais et je surveillais. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti naître quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. À 23 ans,
j'ai reçu ce que je considère comme le premier véritable cadeau du destin. C'était un matin comme les autres. J'étais dans la cuisine, occupée à préparer le café. Ma mère était partie tôt au marché. Gustave est rentré en titubant. Sa peau avait pris une teinte jaune plus prononcée que jamais, ses yeux étaient injectés de sang. Il a ouvert la bouche, probablement pour se plaindre que le café était trop fort ou trop faible. Mais au lieu d'un mot, un jet de sang foncé, presque noir, a jailli. Le sang éclaboussait la table, le sol, moi. Il s'est effondré à genoux, tenant son ventre, les yeux écarquillés par la douleur et la peur. Je suis restée figée, paralysée, observant l'homme qui avait été mon bourreau pendant des années se tordre sur le sol de la cuisine. Une partie de moi, celle encore humaine, celle que sa cruauté n'avait pas totalement détruite, voulait intervenir. Mais l'autre partie, celle qui avait appris à survivre à tout prix, m'a fait rester immobile. J'ai regardé Gustave se tordre, vomir du sang noir qui commençait à former une flaque autour de lui. Mon premier réflexe aurait été de courir, d'appeler à l'aide. Mais une voix intérieure m'a demandé « Pourquoi ? Pourquoi l'aider pour qu'il continue à détruire ta vie ?» Alors, j'ai fait ce que je n'aurais jamais cru possible. Je me suis assise sur une chaise de la cuisine. Je me suis versé une tasse de café. Et j'ai regardé cet homme mourir. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. Je suis restée là, à boire mon café, pendant que la vie quittait celui qui avait volé mon enfance, mon innocence, mes rêves. Ces 20 minutes furent les plus longues de ma vie. À la fin, il a tenté de dire quelque chose. Il a tendu la main vers moi, comme pour supplier. Je ne sais pas s'il voulait le pardon ou simplement un verre d'eau. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. Quand son corps a enfin cessé de bouger, j'ai ressenti une sensation étrange dans ma poitrine. Ce n'était ni joie ni tristesse. C'était comme si un poids énorme venait de quitter mes épaules, comme si je pouvais respirer profondément pour la première fois depuis des années. Ma mère est revenue du marché 1 heure plus tard et a découvert la scène. Gustave mort sur le sol de la cuisine, moi assise à table, la tasse de café maintenant froide entre les mains. Elle a laissé tomber ses sacs, les tomates roulant sur le sol en ciment. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle crié en s'agenouillant à côté de lui, secouant son corps déjà raide. « Varisophagie », ai-je répondu d'un calme qui m'a surprise moi-même. Elle a éclaté. « Quoi ?» C'était ce qui arrive quand le foie est détruit par l'alcool. J'avais vu un reportage à ce sujet à la radio chez Madame Richoux et reconnu les symptômes. Ma mère m'a regardée comme si j'étais une étrangère. « Et tu n'as rien fait ? Tu n'as appelé personne ?» La froideur de ma voix en répondant l'a effrayée. Comme elle ne disait rien quand il me violait depuis mes 11 ans. Comme elle n'appelait personne quand il me battait jusqu'à provoquer une fausse couche. Cette dette est payée, maman. L'enterrement de Gustave fut un événement triste mais minime. Quelques compagnons de beuverie, quelques voisins par politesse, c'est tout. Personne n'a vraiment pleuré. Tout le monde savait quel genre d'homme il avait été. Pendant les funérailles, j'ai surpris des gens chuchotant, me regardant moi et ma mère. Certains avec pitié, d'autres avec une curiosité morbide, voulant connaître les détails de sa mort. J'ai appris plus tard qu'une rumeur circulait, disant que j'aurais pu le sauver si j'avais appelé les secours à temps. Cela m'a dérangé pendant 5 minutes. Puis j'ai pensé, et alors ? Même si c'était vrai, ce n'était que justice. Le prêtre qui a officié à l'enterrement ne connaissait même pas vraiment Gustave. Il a prononcé quelques mots vagues sur le retour à la maison du père. Je me suis demandé quelle maison pouvait bien accueillir un monstre pareil de l'autre côté. Je ne crois pas beaucoup en l'enfer, mais s'il existe, une place était réservée à Gustave. Dans les jours qui ont suivi sa mort, ma mère est entrée dans un état étrange. Ce n'était pas du deuil. Je doute qu'elle ait jamais aimé cet homme, après tout. C'était plutôt de la désorientation, comme si elle ne savait plus quel rôle lui restait dans ce monde maintenant qu'elle n'avait plus d'homme à servir. Elle errait sans but dans la maison, commençait une tâche et l'abandonnait au milieu, restait assise à fixer le vide pendant des heures. Un jour, je me suis assise en face d'elle à la table de la cuisine, la même où tout avait commencé lors de mon 11e anniversaire. J'ai posé la question qui me rongeait depuis des années. « Pourquoi, maman ? Pourquoi m'as-tu laissé vivre ça ? Pourquoi ne m'as-tu jamais défendu ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Ses yeux fixaient ses mains vieillies avant l'âge, les ongles rongés jusqu'à la chair. Quand elle a enfin parlé, sa voix était un murmure. « Tu crois que j'avais le choix ? Si j'avais ouvert la bouche, il nous aurait tués toutes les deux. » La colère a monté en moi, brûlant ma gorge. «
Tu as toujours eu le choix, ai-je répliqué. Tu aurais pu fuir avec moi. Tu aurais pu le dénoncer. Tu aurais au moins pu essayer. Tu m'as livré à lui comme un morceau de viande. Alors elle a levé les yeux et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La honte pure, crue, totale. Je sais, a-t-elle dit simplement. Je sais que c'est impardonnable. Je ne demande pas le pardon. Je veux juste que tu comprennes que j'avais aussi peur de lui. La peur ne justifie pas ce que tu as fait, ai-je répondu, les larmes coulant librement. J'étais une enfant. Ta fille. Tu étais la seule personne au monde qui devait me protéger à tout prix. Au lieu de ça, tu es devenue complice. Ma mère n'a rien ajouté. Elle a baissé la tête, acceptant chaque mot comme un coup de fouet. Quand j'ai fini de dire tout ce qui était resté coincé pendant tant d'années, elle a murmuré. Je sais que je ne le mérite pas, mais je voudrais une chance d'essayer de réparer les choses, d'être vraiment ta mère maintenant. Je l'ai regardée et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni amour, ni pardon, ni désir de vengeance, juste un immense vide. C'est trop tard, ai-je dit en me levant de la table. Je n'avais plus de mère depuis longtemps. Une semaine après la mort de Gustave, j'ai pris l'argent que j'avais caché pendant des années. Ce n'était pas énorme, mais suffisant pour survivre quelques mois. J'ai quitté la maison sans me retourner. Je n'ai rien dit à ma mère, ni où j'allais. J'ai fait une petite valise avec le peu de vêtements que j'avais et quelques objets personnels. Je suis partie pendant qu'elle dormait. J'ai laissé un court mot, ne me cherche pas, je ne veux pas être retrouvée. J'ai pris le premier car pour Lyon, une grande ville où personne ne me connaissait. Un endroit où je pouvais recommencer à zéro, être moi-même et non plus l'épouse-enfant de Gustave. Pendant le voyage, les paysages défilaient à travers la fenêtre et une sensation étrange m'a envahi. Une peur mêlée à une liberté vertigineuse. Pour la première fois en plus de 10 ans, personne ne savait où j'étais. Personne ne contrôlait mes pas. Personne ne me possédait. Arriver à Lyon fut un choc. Je n'avais jamais vu autant de gens, tant de bruit et d'agitation. Je suis sortie de la gare routière, complètement perdue, serrant la poignée de ma valise comme une bouée de sauvetage. Je ne connaissais personne. Je ne savais pas où aller. Je disposais de peu d'argent et aucune qualification, à part cuisiner, nettoyer et coudre. Pendant 2 jours, je suis restée dans une pension bon marché près de la gare. Je ne sortais que pour manger et chercher du travail. C'était bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Sans éducation, sans référence, sans papier correct, je n'avais que mon acte de naissance. Les portes se fermaient les unes après les autres. Le désespoir s'est installé quand l'argent a commencé à manquer. Le 3e jour, assise sur un banc du parc près de la pension, j'ai éclaté en sanglots. Je venais de sortir d'un enfer pour tomber dans un autre type de désespoir. Était-ce une erreur? Aurais-je dû revenir? Au moins là-bas, j'avais un toit et de la nourriture garantie. C'est à ce moment-là, au plus profond du gouffre, que la chance est enfin arrivée. Une dame qui passait dans le parc s'est arrêtée. Elle m'a regardée avec des yeux qui avaient déjà vu beaucoup de souffrance et m'a demandé si j'allais bien. C'était Madame Bousquet, une femme d'environ 60 ans, cheveux grisonnants, visage marqué par des rides qui racontaient ses sourires plus que ses colères. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai tout raconté. Pas les détails sordides, mais assez pour qu'elle comprenne que j'avais fui une situation d'abus, que j'étais seule dans cette grande ville et que j'avais désespérément besoin de travail. Madame Bousquet m'a écoutée sans m'interrompre, sans juger. Quand j'ai fini, elle a dit, « J'ai une petite pension de l'autre côté de la ville. Ce n'est pas chic et honnête. J'ai besoin de quelqu'un pour aider au nettoyage et à la cuisine. Le salaire est modeste, mais la chambre et les repas sont inclus. » Cela semblait trop beau pour être vrai. J'étais méfiante. Des années d'abus m'avaient appris à douter de toute bonté. Mais je n'avais pas beaucoup de choix. J'ai accepté, priant pour ne pas tomber d'un feu dans l'autre. Mais Madame Bousquet était exactement ce qu'elle paraissait être. Une femme bonne, qui avait connu sa part de souffrance et reconnaissait donc celle des autres. Sa pension était simple mais chaleureuse, fréquentée par des travailleurs, des étudiants aux moyens limités, des gens honnêtes. J'ai reçu une petite chambre à l'arrière, modeste mais propre. Le premier espace que je pouvais vraiment appeler mien. Travailler pour Madame Bousquet a été ma première expérience de travail réel avec horaire, responsabilité et salaire équitable. Au début, c'était étrange de recevoir de l'argent pour des tâches que j'avais toujours accomplies sous menace. Nettoyer, faire les lits, cuisiner. Les mêmes tâches, mais maintenant avec valeur et reconnaissance. Madame Bousquet était exigeante, mais juste. Ce n'est pas bien fait,
Marceline. Refais-le, disait-elle quand je me trompais. Mais elle savait aussi complimenter. Ce pot-au-feu est délicieux, petite. Tu as le don pour les assaisonnements. Peu à peu, j'ai réappris à faire confiance. J'ai appris à accepter des conseils sans peur. J'ai appris à travailler sans redouter la moindre erreur disproportionnée. Pendant mes premiers mois à Lyon, je dormais mal. Des cauchemars terribles me réveillaient en criant. La sécurité était si nouvelle que mon corps ne savait pas comment la gérer. La moindre chose m'effrayait, une porte qui claque, un homme qui parle fort, des pas dans le couloir la nuit. Je vivais dans un état d'alerte constant, comme un animal sauvage guettant le prédateur. Madame Bousquet a vite remarqué. Une nuit, après m'avoir entendu crier, elle est entrée dans ma chambre. Elle s'est assise au bord du lit et m'a dit « Petite, je ne sais pas exactement ce que tu as traversé, mais je sais que c'était mauvais, très mauvais. Mais c'est fini. Tu es en sécurité ici. Personne ne te fera plus de mal. » J'ai tellement pleuré cette nuit-là. Des larmes de soulagement, de libération, trempant tout l'oreiller. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait ma souffrance sans la minimiser. Sans faire semblant qu'elle n'existait pas. Lentement, j'ai commencé à créer une routine. Une vie normale, si l'on peut appeler ça normale. Se lever, travailler, manger, dormir. De petites libertés que la plupart des gens tiennent pour acquises, choisir quoi porter, quand dormir, quoi manger. J'ai découvert que j'aimais les abricots. Que je préférais dormir sur le côté. Que j'avais un talent pour cuisiner la cuisine lyonnaise. Des petites choses insignifiantes, mais qui m'aidaient à reconstruire mon identité au-delà de celle de victime d'abus. J'ai aussi recommencé à rêver d'éducation. J'ai mentionné à Madame Bousquet que j'avais abandonné mes études contre ma volonté, que j'avais toujours voulu être institutrice. Elle m'a encouragée, il n'est jamais trop tard pour apprendre, Marceline. Tu es intelligente, tu comprends vite. Entrer à nouveau dans une salle de classe à 24 ans était à la fois effrayant et merveilleux. Au début, je me sentais déplacée. Honteuse d'être plus âgée que beaucoup d'autres élèves. Mais j'ai vite découvert que je n'étais pas seule. Il y avait ceux qui avaient dû travailler tôt, des mères qui avaient interrompu leurs études pour élever leurs enfants, des travailleurs qui n'avaient jamais eu d'opportunité. Cela m'a donné du courage. J'étudiais avec une énergie qui surprenait même les professeurs. Après les cours, je restais éveillée à réviser, refaire les exercices, lire tout ce que je pouvais. En 2 ans, j'ai terminé le collège. Recevoir ce certificat fut l'une des plus grandes joies de ma vie. La preuve concrète que je pouvais accomplir quelque chose par mon mérite, par l'effort et le dévouement. Ce qui m'a le plus soulagée après la mort de Gustave, c'est la décision que j'ai prise concernant ma mère. Après tout ce qui s'était passé, j'ai coupé complètement les liens avec elle. Nous ne nous sommes jamais parlé jusqu'à sa mort. Certains disent que j'ai été cruelle, elle aussi était une victime. D'autres disent que j'ai fait ce qu'il fallait, une mère ne devrait jamais permettre une telle chose. Et vous? Que feriez-vous à ma place? Pardonneriez-vous à une mère qui a livré sa propre fille? Ou existe-t-il une limite au pardon? Cette question m'accompagne encore aujourd'hui. Même si je sais que j'ai fait ce qui était nécessaire pour survivre, je me surprends parfois à me demander, comment cela aurait-il été si je lui avais donné une seconde chance? Aurait-elle vraiment pu changer? Aurions-nous pu construire une relation saine, ou certaines blessures sont-elles trop profondes pour cicatriser? Des années après avoir quitté la maison, j'ai appris par une connaissance de Montmorillon que ma mère était morte. Une crise cardiaque. Seule, dans cette même maison où tant de souffrances avaient eu lieu. Je ne suis pas allée à l'enterrement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti cette douleur déchirante qu'on attend lorsqu'on perd sa mère. J'ai ressenti du soulagement, comme si un chapitre était enfin définitivement clos. Et avec ce soulagement est venue une autre tristesse, pas pour sa mort en elle-même, mais pour la mère que je n'ai jamais eue. Pour la relation qui aurait pu être et ne l'a jamais été. Pour tous les bons souvenirs que nous aurions dû construire ensemble et qui ont été remplacés par les traumatismes et les trahisons. J'ai envoyé de l'argent pour payer l'enterrement. C'était le minimum que je pouvais faire. Mais je ne suis pas retournée. Je ne voulais pas revoir cette maison. Je ne voulais revivre aucun de ces souvenirs. Ma vie à Lyon a peu à peu pris forme. Après avoir terminé le collège par les cours du soir, j'ai continué à étudier et obtenu mon baccalauréat. Madame Bousquet est devenue une sorte de mère adoptive, la figure maternelle que je n'avais jamais vraiment eue. Elle m'encourageait, croyait en moi, me réprimandait quand il le fallait, mais toujours avec respect, jamais avec violence. J'ai appris d'elle que l'autorité n'a pas besoin d'humiliation pour fonctionner.
C'est aussi elle qui m'a convaincue de chercher une aide professionnelle quand elle a réalisé que, malgré les progrès, je portais encore des blessures profondes. Il y a des choses qu'on ne guérit pas seule, petite, disait-elle. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est de l'intelligence. À 27 ans, j'ai commencé une thérapie dans un centre communautaire offrant un soutien psychologique gratuit. Ce fut l'un des processus les plus difficiles et les plus libérateurs de ma vie. Parler de l'abus, le nommer clairement, regarder en face le monstre qui avait vécu en moi pendant si longtemps. Ma première thérapeute, le docteur Lambert, avait une patience infinie. Elle ne me forçait jamais à parler plus que je n'étais prête, mais ne me laissait pas fuir quand le sujet devenait trop difficile. Avec elle, j'ai appris que ce qui m'était arrivé n'était pas ma faute. Cela semble évident maintenant, mais pendant des années, j'ai porté une culpabilité inexplicable, comme si j'avais, d'une manière ou d'une autre, provoqué ou mérité les abus. Le docteur Lambert m'a aidé à comprendre que les enfants ne sont jamais responsables des abus qu'ils subissent, et que ma mère, même si elle était aussi une victime, a failli à son devoir le plus fondamental, me protéger. Il devait avoir à peu près 35 ans à ce moment-là. Moi, j'en avais 31. Un homme simple, travailleur, peu bavard, mais doux. Le genre de personne qui parle doucement, demande la permission avant d'agir, qui remarque et remercie les petites attentions que les autres ignorent. Notre rapprochement s'est fait à pas de tortue, si lentement que je n'ai presque pas réalisé quand il est arrivé. Un jour, il m'a proposé d'aller prendre une glace après le travail. J'ai accepté, le cœur battant, tremblante de nervosité, mais décidée à tenter l'expérience. Ce fut une rencontre simple. Une glace sur une petite place, une discussion sur des choses anodines. Pas le moindre geste de familiarité, si ce n'est sa main tendue pour m'aider à me relever du banc. Puis, une rencontre a mené à deux. Deux en ont entraîné plusieurs. Le cinéma une fois par mois, un luxe auquel je n'avais jamais goûté. Une promenade sur la plage le dimanche, une visite à un marché artisanal. Toujours respectueux, toujours patient, toujours prêt à me laisser reculer si j'en avais besoin. Des mois plus tard, je lui ai confié une partie de mon histoire. Pas tout. Personne, à part ma thérapeute, ne savait la totalité de mon passé. Il n'a pas fui, n'a pas minimisé ma douleur, n'a pas affiché le moindre dégoût. Il a simplement pris ma main, la première fois que j'ai accepté un contact physique, et il a murmuré « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, Marceline ». Ma relation avec Lucien est devenue un chemin de reconstruction et de guérison. Chaque barrière que je franchissais représentait une victoire. Laisser sa main tenir la mienne, accepter une étreinte, me laisser embrasser. Chaque pas à mon rythme, sans pression. Il n'a jamais demandé plus que ce que je pouvais offrir, jamais fait sentir que ma peur ou mes blocages étaient une faiblesse, jamais jugé mes larmes qui surgissaient parfois sans raison. La première fois que nous avons fait l'amour, c'était réellement de l'amour. Pas cette horreur que Gustave appelait « devoir d'épouse ». J'avais 35 ans. C'était étrange, intimidant, et pourtant merveilleux. J'ai découvert que mon corps pouvait ressentir du plaisir, que l'intimité pouvait être belle, respectueuse, parfois même amusante. Que le sexe n'avait pas besoin d'être un châtiment, une punition ou une humiliation. Bien sûr, tout n'a pas été simple. Certains matins, je me réveillais en hurlant au milieu de la nuit. Parfois, je ne supportais pas le moindre contact, même avec Lucien. Un mot anodin pouvait me replonger dans la chambre sombre de Gustave. Aucune des deux parties n'a jamais trouvé cela facile, une relation avec une survivante d'abus prolongés. Mais Lucien avait une patience infinie. Nous avons tout le temps du monde, répétait-il. Je ne suis pas pressé. 4 ans presque jour pour jour après le début de notre relation, il m'a demandé en mariage. Ce fut à la fois la décision la plus complexe et la plus naturelle de ma vie. Complexe, parce que l'idée même du mariage éveillait encore des frissons d'angoisse. Naturelle, parce que s'il existait un homme capable de reconstruire avec moi ces notions d'amour et de respect, c'était lui. Nous nous sommes mariés dans une petite cérémonie, entourés uniquement de nos amis proches, dans la petite église du quartier. Madame Bousquet, déjà âgée mais lucide, m'a accompagnée jusqu'à l'autel, remplissant la place que le père aurait dû tenir. Elle ne cessait de pleurer, répétant doucement « Je le savais, petite. Depuis le jour où je t'ai vue sur cette place, j'ai su que tu ferais quelque chose de ta vie. » Lucien n'avait pas grand-chose, et moi non plus. Nous avons loué une petite maison modeste dans un quartier reculé, meublée avec ce que nous avions pu rassembler. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à nous.
Et surtout, c'était un foyer sûr, fondé sur le respect mutuel, et non sur la peur ou la domination. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me levais sans ce poids oppressant sur ma poitrine, sans craindre la journée à venir. Avec Lucien à mes côtés, j'ai compris que tous les hommes ne sont pas des monstres et que le mariage peut être un véritable partenariat, pas une prison. À 38 ans, alors que je pensais avoir surmonté la plupart de mes démons, une nouvelle est venue me replonger dans l'abîme. J'étais enceinte. C'était un accident. J'avais toujours été prudente avec les contraceptifs, traumatisée par les avortements forcés de mon adolescence. Quand le médecin m'a confirmé la grossesse, j'ai eu une crise de panique dans son cabinet. Lucien m'a serré contre lui pendant que je tremblais et pleurais, incapable de comprendre ce qui m'arrivait. Cette nuit-là fut l'une des plus terribles depuis mon départ de Montmorillon. Je n'arrêtais pas de me demander comment je pourrais devenir mère après tout ce que j'avais vécu. Comment élever un enfant sans lui transmettre mes traumatismes? Et si c'était une fille, comment la protéger dans un monde où des hommes comme Gustave existent? Et si c'était un garçon, comment lui enseigner ce qu'est une masculinité saine alors que je n'en avais jamais été témoin? Lucien, comme toujours, ne m'a jamais pressé. La décision t'appartient, disait-il. Si tu veux interrompre, je te soutiendrai. Si tu veux le garder, je serai à tes côtés à chaque étape. Je suis retournée en thérapie en urgence, cette fois avec un nouveau professionnel, car le docteur Lambert avait quitté Lyon. Le docteur Moreau était un homme d'âge moyen, chauve, avec une voix calme qui ne me terrorisait pas. Pendant les premiers mois de ma grossesse, je me rendais 2 à 3 fois par semaine aux séances, cherchant désespérément à surmonter mes peurs avant l'arrivée de l'enfant. Il m'a aidé à comprendre que mon passé n'était pas une fatalité, que reconnaître mes traumatismes était déjà un premier pas pour les briser, et que je n'étais pas ma mère, ni Lucien Gustave. Petit à petit, la peur a cédé la place à une appréhension plus gérable, puis à un espoir fragile mais réel. Élodie est née quand j'avais 39 ans. Frêle mais forte, avec les yeux de son père, disait-on, mon sourire. La première fois que je l'ai mise au sein, j'ai eu une révélation. Mon corps servait enfin à nourrir une vie, et non plus à satisfaire la perversion d'un monstre. J'ai pleuré tellement fort que les infirmières ont cru à une dépression postpartum. Ce n'était pas ça. C'était de la libération. En tenant mon enfant dans mes bras, j'ai juré que je ferais tout différemment de ma mère. Élodie ne douterait jamais de mon amour ni de ma protection. Je soulèverais ciel et terre pour l'empêcher de subir ce que j'avais subi. C'était comme si un cercle se refermait, comme si une très vieille blessure commençait enfin à guérir vraiment. Être mère a apporté des défis auxquels je ne m'attendais pas. Je faisais des cauchemars où Gustave revenait et emportait ma fille. Parfois, au milieu de la nuit, je me levais pour vérifier que portes et fenêtres étaient bien fermées, que personne n'avait pénétré dans la maison. Lucien comprenait ces peurs irrationnelles. Il ne m'a jamais traité de folle ni accusé d'exagérer. C'est ton instinct de protection, c'est tout, disait-il. Avec le temps, ça s'apaisera. Et peu à peu, ça devint plus facile. Chaque mois qui passait, voir Élodie grandir heureuse et en sécurité me montrait que j'avais brisé le cycle, que mon passé ne devait pas dicter l'avenir. La petite était vive, curieuse, extravertie, tout ce que je n'avais jamais pu être à son âge. La regarder courir dans le jardin, jouer sans crainte et se faire des amis dans le voisinage me remplissait à la fois de joie et d'une douce tristesse. Je pleurais pour l'enfance que l'on m'avait volée. Quand Élodie eut 2 ans, j'ai pris une décision qui allait encore transformer ma vie. Je suis retournée étudier, avec le but clair de devenir institutrice. Le rêve que Gustave avait tenté de briser était toujours vivant en moi. Ce n'était pas simple. J'avais presque 40 ans, des responsabilités de mère et un travail pour aider à subvenir aux besoins de la maison. Mais Lucien me soutenait sans réserve. « Vas-y, Marceline, réalise ton rêve. On s'arrangera. » Je me suis inscrite à un cours du soir pour la formation des maîtres, pendant que Lucien s'occupait d'Élodie les soirs où j'étais en classe. Je travaillais encore après qu'elle soit endormie, les dimanches et jours fériés. Chaque bonne note, chaque compliment du professeur était un moteur pour continuer. À 42 ans, lorsque j'ai obtenu mon diplôme, Lucien et Élodie, alors âgés de 4 ans, étaient au premier rang, applaudissant plus fort que tout le monde. À 40 ans, je n'étais plus cette petite fille brisée qui avait fui Montmorillon. J'avais un mari respectueux, une fille que j'aimais plus que tout et je suivais enfin mon rêve de devenir institutrice. Mais quelque chose me troublait encore. Dans les salles de classe, je voyais parfois des enfants avec le même regard que j'avais eu.
Des enfants qui se recroquevillaient quand un adulte élevait la voix, des marques suspectes sur leur corps, portant sur leurs épaules le poids du monde. Je percevais des signes que d'autres enseignants ne remarquaient pas, parce qu'ils n'avaient jamais vécu ce que j'avais vécu. Chaque fois qu'un enfant me rappelait mon passé, c'était comme un couteau qui tournait dans ma poitrine. Je ne pouvais pas fermer les yeux ni faire semblant de ne pas voir. Ces enfants, c'était moi, des décennies auparavant, suppliant silencieusement une aide qui n'était jamais venue. Mon premier cas fut Amélie, une élève de 9 ans où je faisais mon stage. Une petite fille silencieuse, toujours en manches longues, même par temps chaud, qui tremblait quand on l'appelait au bureau du directeur. Les autres pensaient qu'elle était simplement timide, mais je lisais la terreur dans ses yeux. Un jour, après les cours, j'ai pris mon courage à 2 mains et l'ai invitée à parler. Je n'ai jamais forcé ni fait pression. J'ai juste partagé un peu de mon histoire, adaptée à son âge. Je lui ai dit que moi aussi j'avais été une petite fille portant un secret trop lourd. Puis je lui ai demandé si elle voulait partager le sien avec moi. Les larmes ont coulé et, entre sanglots, son récit a confirmé mes soupçons. Son beau-père l'abusait depuis presque 1 an. La mère savait et faisait semblant de ne rien voir. Une histoire identique à la mienne se déroulait avec une autre enfant innocente. Contrairement à mon institutrice, Madame Fournier, qui avait ignoré mes appels à l'aide des décennies plus tôt, je n'ai pas hésité. J'ai porté l'affaire devant la direction. J'ai insisté pour que la protection de l'enfance soit alertée. J'ai suivi chaque étape du processus. Ce fut éprouvant et douloureux. La mère d'Amélie niait tout au début. Le beau-père menaçait de poursuivre l'école en justice. Même certains collègues hésitaient, pensant que nous ne devrions pas intervenir dans les affaires familiales. Mais je n'ai pas reculé. À chaque réunion, à chaque témoignage, à chaque formalité administrative, j'étais présente et déterminée. Quand ils ont finalement éloigné le beau-père et qu'Amélie a été placée dans un foyer temporaire, triste mais loin de cet enfer, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, un but. J'avais utilisé ma propre douleur pour reconnaître celle d'une autre et agir là où personne ne l'avait fait pour moi. J'avais brisé le cycle non seulement dans ma vie, mais j'avais contribué à le briser pour une autre petite fille. Ce cas a transformé le cours de ma carrière avant même qu'elle ne commence vraiment. Pendant que je terminais ma formation d'institutrice, j'ai commencé à chercher des informations sur les droits de l'enfant, sur la manière d'identifier et de signaler les abus, sur le réseau de protection existant mais qui échouait souvent, comme il avait échoué avec moi. J'ai contacté des ONG actives sur le sujet. J'ai assisté à des conférences. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur la question. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme et commencé à enseigner dans une école municipale en banlieue lyonnaise, j'avais déjà suffisamment de connaissances pour identifier les situations à risque et savoir exactement quelle démarche entreprendre. Durant mes premières années comme institutrice, j'ai repéré et signalé plus d'une douzaine de cas d'abus. Tous n'étaient pas similaires aux miens. Certains relevaient uniquement de violences physiques, d'autres de négligences graves, certains d'abus sexuels commis par un parent ou un voisin. Chaque cas me faisait revivre mon propre traumatisme. Mais chaque enfant que j'aidais représentait une petite victoire contre le monstre qu'avait été Gustave. C'était comme si, à chaque fois que j'empêchais la répétition d'une histoire comme la mienne, j'effaçais un peu de la lourde trace qu'il avait laissée sur mon âme. Ce n'était pas simple. De nombreuses nuits, je rentrais chez moi épuisée et je pleurais dans les bras de Lucien. Pourtant, quelque chose en moi savait que j'avais trouvé ma voie. Vers mes 40 ans, j'ai franchi une nouvelle étape. Avec 2 autres femmes, Sophie, psychologue du centre de santé du quartier, et Christine, assistante sociale du centre communal d'action sociale, nous avons créé un groupe de soutien pour les femmes et les enfants victimes de violences domestiques. Au début, c'était modeste, une réunion par semaine dans une salle prêtée par l'association de quartier. Je partageais un peu de mon histoire pour créer un espace où d'autres pourraient s'exprimer. Personne n'était obligé de parler. On pouvait simplement écouter si l'on préférait. Petit à petit, les récits ont commencé à émerger, d'abord en chuchotant, puis en sanglots, et enfin en mots clairs nommant les abus. Des femmes battues depuis des années par leur mari, des adolescentes abusées par un oncle, des petites filles élevées par leur grand-mère parce que leur mère ne pouvait pas les protéger du beau-père. Tant de souffrances semblables à la mienne que je me demandais s'il existait une maison dans ce pays où aucune violence de ce type ne survenait. Le groupe a grandi par le bouche à oreille. Bientôt, nous avons eu besoin d'un espace plus vaste. Une église locale a mis sa salle paroissiale à notre disposition 1 fois par semaine. Puis nous avons obtenu le soutien de la mairie,
qui nous a prêté une petite salle dans le centre communautaire. Nous n'avions aucun financement. Tout était fait bénévolement, pendant nos heures libres. Je travaillais le jour comme enseignante et je consacrais mes soirées et mes week-ends au groupe. Lucien me soutenait pleinement. Il s'occupait d'Élodie pendant mes réunions, aidait à préparer les collations pour les rencontres, transportait les chaises, faisait ce qu'il fallait pour que tout fonctionne. Ma fille grandissait en voyant sa mère aider d'autres femmes. C'était aussi une leçon précieuse, transformer notre douleur en quelque chose qui sert aux autres. À 48 ans, j'ai reçu une proposition qui allait encore bouleverser ma vie. La direction départementale des affaires sociales me proposait de coordonner un nouveau programme de prévention des abus infantiles dans les écoles publiques de la ville. J'étais partagée. D'un côté, c'était la reconnaissance du travail que je faisais depuis des années avec le groupe de soutien. De l'autre, cela signifiait quitter la salle de classe, ce rêve que j'avais poursuivi si longtemps. J'ai beaucoup discuté avec Lucien, avec Élodie qui avait déjà 10 ans et avait son mot à dire sur tout, et avec mes collègues du groupe. Finalement, j'ai accepté. C'était l'occasion d'avoir un impact plus large, de protéger bien plus d'enfants que je ne pouvais le faire en tant qu'institutrice d'une seule classe. Les 10 années passées à coordonner ce programme ont été les plus stimulantes et gratifiantes de ma vie professionnelle. J'ai mis en place un système de formation pour les enseignants et le personnel scolaire, leur apprenant à repérer les signes d'abus, à aborder l'enfant correctement, à faire des signalements et à suivre les dossiers. J'ai créé un réseau réunissant écoles, centres de santé, protection de l'enfance, police spécialisée et foyers d'accueil. C'était un travail exigeant, rempli de bureaucratie et de résistance. Il y a toujours des personnes qui préfèrent ne pas intervenir, qui estiment qu'il vaut mieux ne pas se mêler de certaines affaires. Mais il y a aussi eu des résultats concrets. Le nombre de signalements a triplé. Des dizaines d'enfants ont été retirés de situations d'abus. Des agresseurs, qui auparavant restaient impunis, ont été condamnés. Ce chemin n'a pas été exempt d'obstacles. J'ai reçu des menaces de mort de la part de pères et de beaux-pères dénoncés. J'ai été poursuivie à plusieurs reprises, mais toujours acquittée, car nous respections scrupuleusement toutes les procédures légales. J'ai dû affronter la lenteur du système judiciaire, qui échouait souvent à protéger les victimes malgré toutes les preuves accumulées. J'ai appris à naviguer dans ce système, à transformer la bureaucratie en outil plutôt qu'en obstacle, à construire des dossiers solides qui ne pouvaient être ignorés. Quand j'ai pris ma retraite à 58 ans, le programme était devenu une référence régionale. On m'invitait à donner des conférences dans d'autres villes et à former des équipes d'autres municipalités. Le travail avait pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée lorsque je n'étais qu'une jeune institutrice, essayant d'identifier les signes d'abus chez une élève effrayée. Pendant tout ce temps, ma vie personnelle s'épanouissait d'une manière que je n'aurais jamais cru possible à l'époque de ma captivité avec Gustave. Lucien était resté l'homme patient et aimant que j'avais rencontré. Notre mariage n'était pas parfait. Lequel l'est vraiment ? Mais il reposait sur le respect mutuel et un véritable partenariat. Il ne m'a jamais rabaissé, ne m'a jamais fait sentir inférieure à cause de mon passé, n'a jamais utilisé mes traumatismes contre moi dans les moments de colère. Notre fille, Élodie, a grandi dans une maison où elle voyait ses parents discuter au lieu de crier, résoudre les problèmes ensemble plutôt que d'imposer leur volonté, et montrer de l'affection plutôt que de la peur. Elle est devenue une jeune femme forte, indépendante et compatissante. Elle a choisi d'étudier la psychologie, inspirée par le travail qu'elle voyait faire. « Je veux aider les gens comme tu les aides, maman », m'a-t-elle dit en entrant à l'université. Il n'existe pas de plus grande fierté que de voir sa fille transformer sa propre douleur en but. Ma rupture avec ma famille biologique est restée définitive. Je ne suis jamais retournée à Montmorillon. Je n'ai plus jamais eu de contact avec aucun membre de ma famille d'origine. Quand j'ai appris le décès de ma mère, comme je l'ai raconté, j'ai ressenti davantage de soulagement que de tristesse. Mon vrai deuil n'était pas pour la femme qui était morte, mais pour la mère qu'elle aurait pu être et ne fut jamais. Parfois, je pensais à mes frères et sœurs, me demandant s'ils vivaient toujours là-bas, s'ils avaient fondé leur famille, s'ils se souvenaient de moi. Mais ces pensées restaient passagères, sans réel désir de renouer. J'avais construit ma propre famille, mon réseau de soutien, mes propres racines. Madame Bousquet, qui m'avait accueillie à Lyon, avait été une mère pour moi d'une manière que ma mère biologique n'a jamais su l'être. À sa mort, à 92 ans, j'ai pleuré comme si j'avais perdu ma vraie mère. La maison où j'ai grandi avec les abus est restée derrière moi, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Avec le temps et beaucoup de thérapie, j'ai appris à trier mes souvenirs.
Les rares moments heureux avant Gustave, je les ai conservés avec tendresse. Le reste, je l'ai enfermé dans un compartiment où il ne me hante plus au quotidien. Les cauchemars se sont faits plus rares, les déclencheurs moins violents. Cela ne signifiait pas que j'étais complètement guéri. Je doute que quiconque ayant vécu ce que j'ai vécu puisse effacer totalement ses marques. Mais j'ai appris à vivre avec elles d'une manière qui ne me paralysait plus et ne définissait plus qui j'étais. Les médecins parlent aujourd'hui de troubles de stress post-traumatique traités. Moi, j'appelle ça apprendre à vivre malgré les cicatrices. À 60 ans, déjà retraité de la mairie, j'ai reçu une invitation inattendue. On me proposait d'écrire un livre sur mon expérience et sur le travail que j'avais développé au fil des décennies. Au début, cette idée m'a terrifiée. Exposer mon histoire la plus intime et douloureuse pour que des inconnus la lisent. Revivre chaque détail sordide en l'écrivant. Cela ne semblait pas être une bonne idée. Mais ma thérapeute de l'époque, j'en avais eu plusieurs au fil des années, chacun m'aidant à différentes étapes de mon parcours, m'a suggéré que cela pouvait être une forme de guérison. Que donner un sens à mon traumatisme, le transformer en quelque chose qui pourrait encore aider d'autres personnes, pouvait devenir une mission. Après beaucoup de réflexion, j'ai accepté ce défi. Écrire « Survécu pour témoigner » fut le processus le plus difficile et libérateur de ma vie. J'ai passé 2 ans à revisiter des souvenirs profondément enfouis, à décrire les abus, la complicité de ma mère, le système qui m'avait laissé tomber sous toutes ses formes. Souvent, je m'arrêtais au milieu d'un paragraphe, incapable d'aller plus loin, submergé par les larmes ou les crises de panique. Lucien me trouvait assise, paralysée devant l'ordinateur, et savait exactement quoi faire. Il me prenait dans ses bras en silence jusqu'à ce que la crise passe. Il préparait un thé, me rappelait que j'étais en sécurité, que Gustave était mort depuis des décennies, que j'avais survécu et construit une vie belle malgré tout. Puis, quand je me calmais, je retournais à l'écriture. Le livre a été publié lorsque j'avais 62 ans. Ce n'était pas une grande maison d'édition, et il n'est pas devenu un best-seller national. Mais il a trouvé son public. Des professionnels travaillant dans la protection de l'enfance, des survivants d'abus cherchant inspiration et force pour leur propre parcours, des étudiants en travail social et en psychologie désireux de comprendre le traumatisme et les chemins de résilience. J'ai reçu des centaines de messages de lecteurs qui se reconnaissaient dans mon histoire, qui avaient retrouvé du réconfort ou de l'espoir dans mes mots. Chaque message confirmant que cela valait la peine de dévoiler mes blessures les plus profondes. Avec le livre sont venues des invitations à donner des conférences dans des universités, à participer à des congrès sur les droits de l'enfant, à former des équipes de protection dans d'autres villes. À 65 ans, alors que beaucoup pensent seulement à se reposer, je me suis retrouvée dans une nouvelle phase de ma carrière, éducatrice et militante. Je n'avais plus la même énergie physique qu'autrefois, bien sûr, mais je portais quelque chose qu'aucun diplôme ne peut donner, l'expérience vécue, la sagesse acquise sur le chemin le plus difficile. Lorsque je parlais à des assistants sociaux, psychologues ou enseignants sur la détection des abus, je ne répétais pas des théories abstraites. Je partageais des connaissances gravées dans ma chair et mon âme. L'une de mes plus grandes fiertés de ces dernières années a été la création de la Maison Marceline, un centre d'accueil pour femmes et filles victimes de violences domestiques. Au début, cela semblait impossible. D'où viendrait l'argent, l'espace, l'équipe ? Mais, peu à peu, avec persévérance, le soutien d'amis et des partenariats avec des ONG et organismes publics, le rêve est devenu réalité. Nous avons acquis une maison simple mais spacieuse dans un quartier calme de Lyon. Nous l'avons rénovée avec l'aide de bénévoles. Lucien, presque septuagénaire, a été le premier à prendre le marteau. Nous avons mis en place une structure complète, psychologues, travailleurs sociaux, avocats. La Maison Marceline accueille temporairement des femmes et des enfants contraints de fuir une situation d'abus. Elle offre non seulement un refuge sûr, mais aussi tout le soutien nécessaire pour reconstruire une vie. Assistance juridique pour les ordonnances de protection et les divorces. Accompagnement thérapeutique. Formation professionnelle. Aide pour trouver un logement lorsqu'elles sont prêtes à aller de l'avant. Voir la Maison Marceline fonctionner, sauver littéralement des vies, c'est comme boucler la boucle. Combien de fois, durant ces années d'horreur avec Gustave, ai-je rêvé que quelqu'un viendrait me secourir, m'emmener dans un endroit sûr ? Cela ne m'est jamais arrivé. J'ai dû attendre qu'il meure pour enfin être libre. Mais aujourd'hui, des dizaines de femmes et d'enfants ont ce que je n'ai jamais eu. Une issue, une porte ouverte, une main tendue dans l'heure la plus sombre. Chaque famille que nous accueillons est une histoire d'abus qui ne continuera pas. Un cycle qui a une chance d'être brisé.
Un enfant qui pourra grandir sans porter le poids que j'ai porté. Il n'existe pas d'argent capable de remplacer la sensation de voir une femme arriver brisée, tête basse, et quelques semaines plus tard repartir tête haute, prête à reconstruire sa vie. Quand je repense à la petite fille de 11 ans que j'étais, livrée par sa propre mère pour devenir la seconde épouse d'un monstre, je ressens un mélange de compassion et d'admiration. Compassion pour l'immense souffrance qu'elle n'aurait jamais dû endurer, pour l'enfance volée, pour l'innocence détruite. Admiration pour la force qu'elle ignorait posséder, pour sa résistance silencieuse, pour son refus de laisser complètement briser son esprit. Si je pouvais remonter le temps et parler à cette petite fille effrayée, je lui dirais « Tiens bon, ce sera long et difficile. Mais un jour, tu seras libre. Un jour, tu construiras une vie belle que tu ne peux même pas imaginer maintenant. Et un jour, tu utiliseras toute cette douleur pour empêcher que d'autres petites filles vivent la même chose. » L'une des plus grandes fiertés de ma vie a été de briser le cycle de l'abus dans ma famille. Ma mère a échoué à me protéger, répétant sans doute un schéma transmis de génération en génération. Je n'ai jamais connu toute son histoire, mais j'aurais pu facilement devenir une mère absente, négligente, voire abusive. Beaucoup de victimes reproduisent malheureusement ce qu'elles ont vécu. Mais grâce à la conscience de soi, au travail intérieur et au soutien thérapeutique, j'ai réussi à être pour Élodie la mère que je n'ai jamais eue. Présente, protectrice, aimante sans étouffer. Firme sans violence. Et maintenant, je vois ma fille adulte construire ses propres relations saines. Traiter les autres avec respect. Établir des limites claires. Identifier les comportements toxiques à des kilomètres. La meilleure preuve qu'il est possible de guérir des blessures générationnelles est de voir sa fille vivre sans les cicatrices que l'on porte soi-même. Ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi au pardon. Un mot compliqué pour quelqu'un qui a vécu ce que j'ai vécu. Pardonner à Gustave ? Possible, mais je ne pense même pas que ce soit nécessaire. Certaines actions sont impardonnables, et il est juste de le reconnaître. Pardonner à ma mère ? Là, la question est plus complexe. Pendant longtemps, j'ai ressenti pour elle une colère aussi intense que celle que j'avais pour Gustave. Après tout, il était un monstre. Mais elle était ma mère, celle qui aurait dû me protéger à tout prix. Avec le temps, avec plus de maturité et une meilleure compréhension des dynamiques d'abus, j'ai commencé à voir qu'elle aussi avait été victime. Prise dans une toile de dépendance économique, de peur et de faible estime de soi. Cela ne justifie pas ses actes, n'efface pas sa responsabilité. Mais cela m'aide à comprendre. Et comprendre est le début d'une certaine forme de paix, même si ce n'est pas exactement le pardon. Une chose que j'ai apprise au fil de toutes ces années de travail avec des survivants, c'est qu'il n'existe pas de formule magique pour guérir. Chaque personne a son propre chemin, son propre rythme, ses propres besoins. Certains trouvent réconfort dans la spiritualité, d'autres dans l'art, d'autres encore dans l'activisme. Certains parviennent à reconstruire une relation avec l'agresseur ou avec des membres de la famille complice. D'autres ont besoin de distance complète pour guérir. Certains parlent ouvertement de ce qu'ils ont vécu. D'autres préfèrent garder leur histoire pour eux, ou seulement la partager avec quelques confidents proches. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être un survivant. L'essentiel est de trouver ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous permet d'avancer sans que le passé soit une encre trop lourde. Aujourd'hui, à 69 ans, je regarde l'avenir avec une sérénité que je n'aurais jamais imaginée quand j'étais cette petite fille terrorisée à Montmorillon. J'ai des rides, des cheveux blancs, des genoux qui me font mal quand il pleut, toutes les marques que l'âge apporte. Mais j'ai aussi des souvenirs de décennies d'une vie significative, un amour véritable avec Lucien, qui, même à 73 ans et avec une santé fragile, reste mon port d'attache. Ma fille devenue une femme incroyable, et les centaines d'autres femmes et enfants que j'ai pu aider en chemin. Les cicatrices de l'abus ne disparaissent jamais complètement. J'ai encore des cauchemars, je sursaute au moindre bruit soudain, certains déclencheurs me replongent momentanément dans cette chambre sombre. Mais j'ai appris à vivre avec ces cicatrices sans les laisser définir qui je suis. Si vous subissez actuellement une forme d'abus ou connaissez quelqu'un qui en subit, sachez ceci, il existe une issue. Cela peut sembler impossible, comme si le tunnel n'avait pas de fin, comme si personne ne vous croirait, comme s'il n'y avait nulle part où aller. Je sais ce que c'est, j'ai pensé la même chose. Mais aucune situation d'abus n'est permanente. Il y a des personnes prêtes à aider, des ressources disponibles, des portes que vous ne voyez peut-être pas encore. Le premier pas est le plus difficile, briser le silence. Parlez à quelqu'un, un enseignant, un voisin, un parent de confiance, un professionnel de santé.
Appelez le 119 Enfants en danger ou les services de violence conjugale. Ces services sont gratuits et peuvent vous guider. Survivre est un acte de rébellion contre ceux qui ont voulu vous détruire. Chaque jour où vous vous réveillez et continuez à vivre, chaque petit moment de joie malgré la douleur, chaque fois que vous refusez de laisser l'agresseur éteindre votre lumière, c'est une victoire. Dans les moments les plus sombres, quand il semble que vous ne pouvez plus tenir un jour de plus, rappelez-vous qu'il existe un avenir possible au-delà de l'abus. Un avenir que vous ne pouvez peut-être pas imaginer maintenant, mais qui existe, attendant que vous trouviez le chemin vers lui. J'ai trouvé le mien. Cela a pris du temps. Ce fut difficile. Il y a eu des rechutes et des moments où j'ai pensé abandonner. Mais chaque pas en valait la peine. Je suis Marceline Dufour. C'est l'histoire de ma vie, d'une petite fille abusée à une femme qui a aidé à sauver des dizaines d'autres filles de destins similaires. Aujourd'hui, je coordonne un réseau de soutien pour les survivants d'abus familiaux. Chaque histoire que j'entends me rappelle que cela vaut la peine de continuer à lutter. Si vous voulez découvrir d'autres histoires de résilience et de résistance comme la mienne, abonnez-vous à la chaîne Sagesse de Mamie. Nos rides portent des histoires qui peuvent changer le monde, une auditrice à la fois. Et avant de partir, cliquez sur les carrés qui défilent sur votre écran. Vous y trouverez d'autres femmes guerrières comme moi, qui ont affronté l'impossible et en sont sorties plus fortes. Des femmes qui, comme le dit le vieux dicton, ont transformé les pierres sur leur chemin en marche pour monter toujours plus haut. Merci d'avoir écouté mon histoire avec respect. Qu'elle vous inspire à ne jamais, jamais abandonner, peu importe à quel point la vie semble difficile maintenant. L'obscurité ne dure pas éternellement. Ça, je peux vous le garantir.